Rav Fison, shalom. Shalom. Rav, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Mais comme d'habitude, tu es le bienvenu. Je dis nous parce que je parle au nom des... Et vous êtes tous les bienvenus. La prochaine fois, vous n'avez qu'à tous venir. Il y en a beaucoup, Rav. Vous dépassez les 3000 abonnés sur YouTube. Donc j'en profite, c'est le moment de dire aux gens de s'abonner. Abonnez-vous et merci à tous d'être avec nous. Rav, ça fait longtemps que j'aimerais vous parler. Ça fait presque depuis le début de la guerre que j'ai cherché l'occasion de discuter de la moralité de Tzahal. Il y a cette phrase bien connue qui est Tzahal, l'armée la plus morale du monde, etc. Je pense qu'il faudrait y revenir. Maintenant, avant de rentrer dans le sujet de Tzahal, l'armée morale, est-ce qu'on pourrait faire un petit historique de la création de Tzahal? Parce qu'en 1947, Tzahal n'a pas été créé. Alors, bon, c'est évidemment le sujet le plus important du moment, particulièrement quand dans le monde entier, on essaye de décrédibiliser la moralité du peuple juif, de l'État d'Israël et évidemment de nos soldats, qui, comme tu le dis, et c'est bien de le rappeler, sont les soldats les plus extraordinaires de l'univers, tant dans leur efficacité que dans leur moralité irréprochable. Alors, tu parles de revenir un tout petit peu sur l'historique de Tzahal. En fait, il faudrait revenir sur l'historique d'un juif qui se bat et qui se défend. Parce que c'est quelque chose qui nous est devenu étranger suite à 2000 ans d'exil. En fait, durant l'exil, le peuple juif, c'est très rare qu'il se soit soulevé pour ses idéaux ou même pour sa vie. C'est-à-dire que le juif errant, le juif d'exil, c'était le juif qui baissait la tête. Quelque part, on n'avait pas vraiment le choix. Il fallait bien baisser la tête pour pouvoir survivre. Et si bien que pendant 2000 ans, 1800 ans, les actes d'héroïsme juif ont été très peu nombreux et très peu connus. Quand je te parle de 1800 ans d'exil, je parle entre les années 150 jusqu'aux années 1850. Ok, donc 1700 ans où effectivement les actes d'héroïsme juif sont très très peu connus. Je vais te donner quelques exemples, mais encore une fois, soit tu connais parce que tu es un féru d'histoire, soit ça t'est passé à côté. On pourrait parler d'un certain rabbi. Et là, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quoi, Rabbi, je parle d'un combattant? Oui, Rabbi Shmuel HaNagid. Rabbi Shmuel HaNagid, on est au Xe siècle, et il est non seulement Rabbi, il est non seulement l'un des premiers des Rishonim, mais il est également d'abord chef des armées de Grenade, il deviendra grand vizir de Grenade. Bon, toute une histoire. On pourrait parler également de David Aréouveni, David Ben Yosef, qui se présente avec un drapeau d'Israël rouge, avec Magen David doré, qui se présente devant le roi du Portugal en disant « Je suis le frère du roi des Juifs, qui a un royaume juif qui règne sur 300 000 Juifs à Khaïbar en Arabie Saoudite. » Et je te parle de ça au 15e, 16e siècle. Mais tu vois, ce sont des cas très rares. On pourrait parler évidemment aussi, et ça, on revient, je vous renvoie sur le cours qu'on avait fait sur le Dôme doré, mais on pourrait parler de l'armée juive qui va marcher aux côtés de Hasra Hacheni, de Hasra numéro 2, au 6e siècle, vers Jérusalem. Bekitsour, on a des cas, mais très très peu de cas. Parce que pendant 1700 ans, le judaïsme d'exil a essayé de survivre. Et il était soumis au bon vouloir des nations, donc il n'y a pas vraiment d'héroïsme place. Si bien qu'on s'est mis à penser qu'un juif, ça se bat pas. Qu'un juif, sa force, elle est dans le bras ou dans la tête. Là, non, dans la tête. Ou dans la religion. Oui, c'est ce que je veux dire dans la tête. C'est-à-dire que dans la religion, dans l'étude, dans les tfilotes, c'est là qu'est sa force et pas dans le bras. Si bien qu'on a même falsifié une compréhension simple d'un verset pour coller à notre nouvelle réalité. Et dans la Torah, dans le livre de Devarim, on va nous dire « Ve'amarta » et tu diras « Kochi ve'otzem yadi asa et ha'chayil hazeh » c'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça. On parle de quoi? De toutes les réussites quand tu vas conquérir la terre d'Israël. Il y a un narratif juif d'un certain milieu qui va dire que ce verset est la pire malédiction de l'humanité. Quoi? Oui, c'est ça. Les sionistes qui ont enlevé Dieu de l'histoire, ils ont dit c'est ma force et mon bras. Ils ont enlevé Dieu. Alors, il faut se rappeler que dans le verset de la Torah, c'est une mitzvah. Il faut dire Ve'amarta et tu diras c'est ma force et mon bras qui ont fait tout cela. Il y a une suite. Ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu hanoten lecha koach lasot chaim. Et tu te rappelleras que c'est Dieu qui t'a donné la force de faire tout ça.
Mais quand on regarde dans l'histoire plus ancienne, c'est-à-dire dans l'histoire du Tanakh, ben on se rend compte que ça va de pair. Les plus grandes tzadikim de l'histoire du Tanakh étaient également les chefs de guerre, étaient également les plus grands soldats d'Israël. On peut parler évidemment du roi David, on peut parler de Gidon, et plus récemment, on a fêté Hanouka, on peut parler évidemment de Yehuda Maccabi. Bien qu'on soit après le Tanakh, on n'est pas encore véritablement dans l'exil. On revient de l'exil, c'est le deuxième temple, et ainsi de suite, et c'est la révolte des Maccabim qu'on connaît. Donc on voit que ça n'a pas toujours été comme ça, que le judaïsme c'est la tête dans les livres, mais fut un temps où le judaïsme c'était la tête dans les livres et l'épée dans le bras. Parce qu'il n'y a aucune raison que le peuple juif ne soit pas capable de se défendre. Si bien que lorsque la résurrection nationale a commencé, eh bien il a fallu commencer à se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de notre défense physique? Enfin, il y a eu un réveil quand même, à partir même de la Shoah, par rapport à révolter, etc. Oui, j'y arrive, c'est exactement ça. Non, parce que quand je te dis, quand il y a eu un réveil national, le réveil national, c'est avant la Shoah. C'est déjà l'Israël. Voilà, je te parlais de 1850. Lorsque les Juifs commencent à revenir en Eretz Israël, et ben tout d'un coup, on se rend compte que c'est plus des laflafim. Alors laflafim, c'est un concept bien connu chez nos soldats. C'est les tirs au flanc. Ce ne sont plus des tirs au flanc. Et tu peux voir des gens extraordinaires, on en parle souvent parce que j'aime beaucoup ce personnage, mais Rabbi Yoel Moshe Salomon qui a construit Petar Tikva, il se balade à cheval et avec son fusil, et ça n'empêche pas d'être Rabbi Yoel Moshe Salomon. On va voir que les premiers qui vont reconstruire les villages juifs, eh bien, ils sont pas en reste au niveau de leur capacité à se défendre. On va voir les premiers affrontements entre juifs et arabes à Tel Haï, au début du XXe siècle, on est avant la Shoah. Ok. Et ça, c'était des chilonim qui se battaient. C'est-à-dire que le monde religieux, même, bon, Rav Kook, c'était pas encore là, mais toutes les aliotes, les premières aliotes des yeshivot, etc., elles avaient pris les armes déjà, ou elles... Je t'ai parlé de Rabbi Yoel Moshe Salomon, qui est un des anciens, il est un des descendants des élèves du Gaon de Vilna qui sont arrivés en 1808. Ok. Donc, c'est pas vrai de dire que le monde religieux, il était dans ses bouquins, et après sont arrivés les chilonim et ils ont pris les armes. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, par contre, c'est que effectivement, le monde qui est arrivé à partir de la deuxième et troisième alia, les gens qui sont arrivés qui n'avaient plus de Torah, parce qu'ils avaient laissé tomber la Torah, bah, ils n'avaient pas autre chose que leurs mains armées. Ils avaient un autre idéal, si tu veux, mais ils venaient pas au monde de la Torah. Mais tout ça pour dire que l'idée que le peuple juif doit se défendre, l'idée que le peuple juif doit être fort, ce n'est absolument pas une idée étrangère à la Torah. Ok, c'est ça qui est très très important à se rappeler. Bon, maintenant qu'on a dit ça, effectivement, quand tu reviens en Israël et qu'il n'y a pas encore d'État, bah c'est pas évident que tout de suite tu vas créer une armée qui va réunir tout le monde. Et effectivement, c'est pas ce qui s'est passé. Et on va voir d'abord 3 groupes armés qui vont se développer avec des idéologies différentes. Et évidemment, comme on est juif, eh ben 2 juifs, 3 idées, bah là 3 groupes armés, je sais pas combien d'idées. Et effectivement, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on ne va pas du tout se battre ensemble. Et il y a même pire. C'est-à-dire que ces 3 groupes armés qui sont la Haganah, alors la Haganah, c'est entre guillemets la gauche, ça veut pas dire grand-chose à cette époque-là, mais c'est le Mapai, c'est le Mapam, c'est Ben Gurion, c'est Yigael Yadin, c'est Yigal Allon, ce sont les grands noms qui ont fait finalement après Tzahal. Donc ça c'est la Haganah. Dans cette Haganah, il y a des unités d'élite, le Palmar. Si je dois être très schématique, je dirais que ces unités se mettent en place sous la domination britannique en Eretz Israël, et la Haganah, elle est plus ou moins tolérée par les Britanniques. Ils sont occidentaux dans leur manière de faire? Ils sont occidentaux dans leur manière de faire? Non, oui, alors attention, tous sont occidentaux, ils viennent tous d'Europe, donc ils ont tous appris, et certains ont plus appris que d'autres. Il n'y a pas de milices comme on a revu à l'époque, les milices arabes qui allaient... Il va y avoir les brigades juives, si tu veux, que Zev Jabotinsky va mettre en place pendant la Première Guerre mondiale, qui vont être aider l'armée britannique, parce que l'armée britannique, elle est là pour être genre notre copain. Et donc, c'est des gens qui habitent en Eretz Israël. Certes, il y en a plein qui se baladent en kéfier, mais parce que c'est comme ça qu'on s'habille ici. Les premiers juifs qui prennent les armes, ils s'habillent comme des arabes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on s'habille ici. C'est tout. Vu que l'État d'Israël est devenu un pays occidental, t'es habillé à l'occidental et moi aussi. Si on avait décidé de créer un pays qui prend plus exemple sur le monde oriental, on serait rendu là-bas. C'est-à-dire, donc,
Bon, bah oui, Oui, non, pour voir. Hein. je vais faire. Hein. Et donc, bah, pourquoi pas? Maintenant, quoi qu'il en soit, donc ça veut dire que ces groupes armés, donc la Haganah, c'est plus ou moins la gauche, sont plus ou moins tolérés par les Britanniques et leurs ennemis sont les Arabes de l'Israël. Il va y avoir un autre mouvement qui va s'appeler le Hetzel. Hetzel, Irgun Tzva'i Leumi, organisation militaire nationale. La figure emblématique du Hetzel, ça va être Menachem Begin, qui deviendra plus tard le 6e Premier ministre de l'État d'Israël, qui est le Mefaked, le commandant du Hetzel en Eretz Israël. Donc le Hetzel, si on veut schématiser, on va dire que c'est la droite, et on va dire qu'ils aiment pas les Arabes, mais ils aiment pas non plus les Anglais. Et ils vont se battre contre les Anglais, pour amener à la création d'un État juif. D'un autre côté, il va y avoir un troisième groupe armé qui va s'appeler le Lechi, Lechima Lecherut Israël, combat pour la libération d'Israël. En français, alors la Haganah, on l'appelle la Haganah, le Hetzel, on l'appelle le Irgun, c'est le premier mot, Irgun Tzva'i Leumi, et le Lechi, on l'appelle le groupe Stern. Pourquoi le groupe Stern? Parce qu'il était commandé par un certain Stern. Mais le Lechi, Lechima Lecherut Israël, combat pour la libération d'Israël, c'est, si je schématise, des mecs qui étaient au Hetzel, mais qui trouvent que le Hetzel n'est pas assez virulent, et donc ils vont créer leur groupe à eux. Si je veux encore plus schématiser, le Hetzel, pendant la Deuxième Guerre mondiale, arrête ses attaques contre l'Angleterre, disant que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. J'aime pas les Anglais, mais là pour l'instant il y a les nazis et c'est pire. Donc j'arrête de me battre contre les Anglais, parce que les Anglais se battent aussi contre les nazis, donc... Et le Lechi, eux, ils n'arrêtent pas leurs attaques contre les Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très schématique. Est-ce qu'on peut appeler ça du terrorisme face aux Anglais? Face aux Anglais. Ah, bah, le problème, c'est même que face aux Arabes. Alors, face aux Arabes, il s'agit de défense. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ni la Haganah, ni le Hetzel, ni le Lechi ne vont faire des attaques contre les villages arabes, mais ils vont essayer de défendre les villages juifs qui se font attaquer. Ça, c'est une première chose. Et principalement, leur action d'attaque, elle est contre les Anglais, ce qui est du Hetzel et du Lechi. Maintenant, pour ce qui est des attaques contre les Anglais, on peut pas parler de terrorisme, pour une raison très simple. Et là, je vais essayer de mesurer mes mots. Je suis pas un fervent soutien du Hamas. D'accord? Donc je pense que voilà, il faut le dire, je n'aime pas le Hamas. Mais si le Hamas décidait de ne faire que des actions, que ce soit des bombes, que ce soit des missiles, que ce soit des attentats, que contre des soldats israéliens, je suis pas certain qu'on pourrait parler de terroristes. On pourrait parler de groupes armés qui s'opposent à l'État d'Israël. À partir du moment où tu attaques des civils, à partir du moment où tu lances des missiles à l'aveugle, et donc ça peut largement tuer des civils à partir du moment où tu viens faire le suppresseur. Objectif, hein. Voilà, non, mais c'est pour ça que je veux qu'on montre la différence entre une armée de résistance et du terrorisme. Quand tu t'attaques aux civils, c'est du terrorisme. Or, le Hetzel et le Lechi ne se sont jamais attaqués aux civils britanniques. C'était à chaque fois contre les institutions britanniques, contre les armées, enfin les soldats britanniques, et des fois, il y a des erreurs. Comme par exemple le drame qui s'est passé dans l'attaque du King David. L'hôtel King David, à la fin des années 40, juste avant la création de l'État d'Israël. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce que le King David, l'hôtel King David, était le quartier général des Britanniques à Jérusalem, en Eretz Israël, en Palestine, de l'époque. Et l'objectif était simplement de faire péter le bâtiment, sans aucune victime, ni militaire, ni civile. Et la preuve en est que, avant de faire sauter le King David, eh bien, les Juifs vont envoyer des messages à deux sources. Un, le Jerusalem Post, qui s'appelait à l'époque le Palestinian Post, un journal, et qui était dans le King David. Et l'autre source pour les prévenir, c'est le consulat général de France, à Jérusalem, qui a les deux rues du King David. Les deux reçoivent un message en disant « On va faire sauter le King David à 9h du matin. Partez !» Et personne n'y prête attention. Et donc, résultat des courses, lorsque l'opération est lancée, il y a encore des gens dedans. Et il va y avoir énormément de morts dans l'attaque du King David. C'était pas voulu. Et il va y avoir d'ailleurs des morts aussi de chez nous dans cette attaque. On va en revenir sur parce que c'est j'aimerais beaucoup centrer ce sujet sur la moralité.
Mais on va revenir sur les civils, sur les... Non, bien sûr, mais juste pour terminer notre récapitulatif historique, donc tout ça, c'est avant la création de l'État d'Israël. Et lors de la Shoah, on va voir aussi des réveils physiques. Évidemment, la plus connue, c'est la révolte du ghetto de Varsovie. La révolte du ghetto de Varsovie va d'ailleurs être tellement impactante qu'elle va lancer des révoltes dans tout le monde de la Shoah. C'est-à-dire qu'il va y avoir, après la révolte du ghetto de Varsovie, il va y avoir des révoltes à Auschwitz, il va y avoir des révoltes à Treblinka, à Sobibor. Et donc c'est vraiment quelque chose qui va être impactant. Pas qu'on a gagné la révolte du ghetto de Varsovie, mais c'est une révolte dont on tient tête à la plus grande armée du monde de l'époque, 3 semaines, plus que l'armée française. Et avec rien. Et donc cette révolte du ghetto de Varsovie, elle leur dira à un des révoltés qui a survécu, qui s'appelait Antek Zuckerman, qui était le numéro 2 de la révolte, il a dit, on n'a pas fait ça pour gagner. Mais on a fait ça pour qu'il y ait 3 lignes sur nous dans les livres d'histoire. Pour montrer que le peuple juif n'avait pas baissé la tête. Ramener l'honneur d'Israël. C'est-à-dire, donc, il y a eu des réveils au niveau militaire. Maintenant, Etzel Lechi Hagana, c'est bien beau, mais quand tu es divisé, tu peux pas réussir quoi que ce soit. Et quand je te dis qu'on s'aimait pas entre nous, dans les années 30, c'était terrible. Tu vois, j'ai pas envie de te caresser dans le sens du poil. Dans les années 30, cette époque-là s'appelle, quand tu vois un peu d'historique israélien, ça s'appelle la saison. C'est la saison. Comme la saison de chasse. Parce que dans les années 30, ça se dénonce aux Anglais entre Haganah, Etzel, Lechi, et c'est terrible. C'est terrible. À tel point qu'il n'y a aucun rabbin qui accepte le poste des Anglais d'être rabbin des prisons. Pourquoi? Parce que ils ont peur d'être affiliés à un des groupes pour ne pas se faire attaquer ses enfants par d'autres groupes. Une époque terrible. Si bien qu'en 1948, pour être exact, en 1947, lorsque la guerre d'indépendance commence, mais qu'il n'y a pas encore d'État d'Israël, eh bien, ces 3 groupes attaquent séparément. On n'est pas prêt à se mettre d'accord, on n'est pas prêt à se mettre ensemble. Ils vont avoir chacun des réussites, d'autres des échecs. Et le plus grand échec, c'est qu'on va pas réussir à conquérir la vieille ville de Jérusalem parce qu'on n'est pas capable d'attaquer ensemble. Et tout ça nous emmène au 14 mai 1948. 14 mai 1948, c'est la création de l'État d'Israël. Et lorsqu'il y a la création de l'État d'Israël, eh bien, dès le 14 mai 48, il y a l'ordre est donné de mettre en place l'armée d'Israël. L'armée d'Israël, donc Tzahal, Tzva Hagana l'Israël, et Pirouk Amartarot. Et on arrête les milices militaires. Alors, c'était pas facile non plus. C'était pas facile parce qu'en gros, ceux qui ont pris le lead de Tzahal, c'est la Hagana. Puisque ça avait été mis en place par Ben Gurion, et donc, enfin, l'État d'Israël, c'est Ben Gurion, donc, c'est son camp. Et donc, ça va être compliqué pour Menachem Begin. Il va y avoir l'épisode de l'Altalena, un bateau qui arrive sur les côtes de Tel Aviv, qui transporte des armes, des munitions, et des hommes, et des femmes, et des enfants du Hetzel, qui refusent de donner leurs armes à la Hagana, fraîchement Tzahal, et finalement, on va tirer sur notre bateau. Il va y avoir 16 morts. Et l'ordre de Menachem Begin va être donné de ne pas rendre le feu, de sortir et de ne pas faire de guerre civile. Et à ce moment-là, il prend la décision qu'il intègre le Hetzel dans Tzahal. Et le Lechi va suivre également. Donc, à ce moment-là, ça y est, on a créé Tzahal. Donc, on peut dire qu'à la fin de la guerre d'indépendance, il n'y a plus qu'une seule armée d'Israël, l'armée de défense d'Israël. Donc, Tzahal a été créé avec des groupes, des milices de gens qui ne se supportaient pas. Voilà. Tu sais, je vais te dire mieux que ça. Même à Varsovie, le ghetto de Varsovie, t'as les nazis. On va se mettre ensemble. Même dans la révolte du ghetto de Varsovie, il y a 2 équipes qui se parlent pas. Il y a le Eyal et le Hatzi. C'est n'importe quoi. Et là, ils se parlent pas. Le Eyal, c'est Mordechai Anilevich, c'est les gens connus, parce que c'est la Shomer HaTzaïr, c'est la gauche, c'est Ben Gurion, donc c'est eux qu'on va mettre en avant. Bien le Hatzi, avec Pavel Frankel, du Bétar. Ah, non, c'est la droite, on va pas se mettre en avant. Kitsour. Donc tu vois que c'est dur pour les Juifs de se mettre d'accord. C'est toujours. Donc Tzahal est aujourd'hui l'organisme officiel qui est représenté, qui travaille pour le pays, pour protéger. Et le seul légitime pour user de la force, avec la police, mais la police c'est au niveau intérieur, mais le seul organisme légitime pour utiliser de la force de l'État d'Israël, c'est Tzahal. Tzahal aujourd'hui, et le Tzahal de l'époque est-il le même? Absolument pas. Baruch Hashem.
Bah, d'abord, technologiquement, c'est pas le même, mais au niveau de sa force, c'est pas le même. Au niveau des gens, c'est pas les mêmes. Parce que le Tsahal, la grande force de l'armée d'Israël, c'est que c'est l'armée du peuple. Et donc, si le peuple évolue, bah, son armée évolue également. C'est évident. Je donne un exemple. Au début de la création de l'État d'Israël, au début donc de Tsahal, l'écrasante majorité des soldats sont pas religieux. Évidemment qu'ils sont pas religieux. C'est les kibbutzim. Bah, c'est l'écrasante majorité des gens qui habitent en Israël. Ils sont pas religieux, il y en avait. Mais la majorité, c'est pas eux. Mais les religieux qui sont en Israël, ils veulent participer. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On participe. Entre parenthèses, juste pour ça, les saber et Tarozen, pour nous mettre la puce à l'oreille. En 1948, les Jordaniens sont en train d'arriver. Sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'hommes valides, disponibles pour aller arrêter les Jordaniens qui sont en train d'arriver à Jérusalem. Il n'y a plus. Tous les hommes qui peuvent porter une arme sont sur d'autres fronts. Arrive Motagour, pas Motagour, Moshe Dayan, parce que je rappelle. Moshe Dayan arrive et vient voir celui qui est le grand rabbin de l'armée, qui s'appelle le Rav Shlomo Goren. Il lui dit, les seuls encore disponibles, c'est les mecs qui sont dans les yeshivot. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire évidemment. Bon, à l'époque, les yeshivot, c'est quoi? C'est 400 personnes. Bon, j'exagère peut-être, 1000 personnes. Et donc il dit, j'ai pas. Il faut qu'on aille creuser des tranchées à l'entrée de la ville pour que les tanks jordaniens ne puissent pas rentrer. C'est tout. Sinon demain, les Jordaniens, ils sont dans la ville. Faut que tu ailles dire aux Bnei Yeshivot d'aller creuser. Il y a double problème. C'est les Bnei Yeshivot. Et Ben Gurion, il a passé un pacte avec le Chazon Ish que tu me laisses le tranquille, les Bnei Yeshivot. Le deuxième problème, c'est que c'est Shabbat. Le Rav Goren, il va aller faire le tour de toutes les Yeshivot. Et il va sortir tous les Bachurim un par un. Et il va avoir une kouda, un ordre qui va être donné de Agudat Israël, de l'organisation des rabbins, Haïda Haredit. C'est-à-dire de dire, celui qui ne va pas aider, ça ne lui sera pas pardonné ni dans ce monde ni dans le monde d'en haut. Alors justement, c'est sûr. Et tout le monde y va. Et il creuse des tranchées et on arrête. Non. Je te dis ça pourquoi? Parce que au final, le Rav Goren, il va arriver très rapidement parce que les religieux, certains, veulent participer, mais ils disent, attendez, mange pas cachère, Shabbat, ça n'existe pas, machin. Et donc, il y a une proposition qui a amené de créer deux armées. Une armée pour les religieux et une armée pas religieuse. Et c'est le Rav Goren qui tape du poing sur la table à la Yeshivat Memshala avec Ben Gurion. Il dit, mais ça va pas la tête. Il met deux armées. Il y a une armée, et dans cette une armée, tout le monde fera Shabbat et tout le monde mangera kasher. T'as tout le monde qui regarde le Rav Goren. Et à Ben Gurion qui lui dit, Rabbi Shlomo, demain, je veux la liste de qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et on crée les lois de Tzahal par rapport à la Torah. Moi, j'étais au ZI, quand j'étais jeune. Au ZI, il y avait le concept du minimum commun. Comme minimum commun, tu devais manger kasher, faire Shabbat, pour que plus ou moins tout le monde puisse venir au ZI. Et religieux, pas religieux. Il y a le minimum commun qui est créé dans Tzahal. Le Pkudat Tzahal, c'est qu'on fait Shabbat. Pkudat Tzahal, c'est qu'on mange kasher. Pkudat Tzahal, Chok Shiluv Haraoui, séparation entre les hommes et les femmes. Pkudat Tzahal, qu'est-ce que je pourrais te donner comme autre exemple? Il y a plein. Voilà. Chimouche, les stations des radios pendant Shabbat, il y a plein de... Shabbat. Alors après, il y a des halachot de qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Shabbat, quand c'est pour des raisons militaires. Mais je te parle, Stam, t'es pas en guerre, t'es à la base, t'es en train de faire tes classes, ton entraînement, Shabbat, il n'y a rien, il n'y a pas d'exercice. C'est Shabbat. Si, alors tu vas faire des gardes. Oui, tu vas faire des gardes, parce que ça, même quand t'es en classe, les gardes, c'est important, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, ça, t'as le droit. Mais je te donne un exemple que moi, j'ai eu à faire une fois, en garde. Vraiment, c'était, je sais pas, ça faisait 2 mois à peine que j'étais à l'armée, on avait une garde.
Et Au bar, Guivaté. ouais, mais tu sais, la garde qui sert à rien, quoi. Oui, la fameuse. J'ai fait la même parce qu'on était au même endroit. Ben voilà. Et non seulement la garde qui sert à rien, mais dans la MDA qui sert le moins du moins. C'est-à-dire, j'étais dans une, je sais plus, c'était un truc à l'intérieur au fin fond d'un Micane, mais pas. Ah, le bunker. Ouais, le boom. En face du. Mais pas. C'est-à-dire que même si il y a des gens qui arrivent, qui attaquent la base, moi, je suis le dernier à le savoir. Exactement. Donc, vraiment un endroit, machin. Et tout d'un coup, je me rends compte que le Hérouve, parce qu'il y a un Hérouve dans la base, le Hérouve, il pète. Pendant ma garde. Alors, Hérouve, juste. Alors, le Hérouve, vous savez, c'est ce qui permet de fermer un domaine, d'en faire un domaine privé. Parce que c'est dans la base, mais c'est un peu à l'extérieur, machin, donc il y a besoin de faire un Hérouve, et il pète. Ce qui veut dire que techniquement, à l'haricot sensu de Shabbat, je peux plus porter. Alors, en vrai, maintenant, je connaissais pas trop à l'époque. Maintenant, je sais que en vrai, comme j'étais en garde opérationnelle, ben en fait, j'avais rien besoin de faire de particulier. Mais à l'époque, je pensais, ah là là, c'est une garde qui sert à rien, Shabbat. Et donc, je me suis mis à mettre tout sur moi, à porter tout sur moi en mode portée. Genre, tout à coup, j'ai mis mon casque, j'ai mis tous les chargeurs possibles et imaginables, j'ai mis ma chaussette, j'ai mis mon machin, pour ne pas porter. Bon, en vrai, il n'y avait pas besoin de faire ça, mais voilà. Pour te dire, Shabbat, c'est Shabbat. Je me rappelle avoir eu une terrible discussion avec un rassar. Le rassar à l'armée, c'est responsable de tout ce qui est saoulant. Oui. De tout ce qui est le bon déroulement de la base. C'est ça. Et j'arrive. Alors j'étais déjà beaucoup plus tard dans l'armée, j'avais déjà des responsabilités, machin. J'arrive dans la cuisine et c'est Shabbat. Et je vois les mecs en train de brancher tu sais, l'appareil qui fait que les plats ils peuvent rester chauds. Je dis allô, c'est Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas le ranger. Et là, alors le mec il connaissait pas, tu vois, c'est un petit jeune. Il me dit, je sais pas, le rassar il m'a dit. Il était pas religieux, il connaissait pas. Donc j'appelle le rassar. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, parce qu'on s'est trompé, on a mis le khalavi alors que maintenant c'est le bassari. Je m'en fous. C'est Shabbat. T'as pas le droit de faire ça. Je dis, comment ça, t'as pas le droit de faire ça? Tu me donnes des ordres à moi? Il dit, non, t'as pas le droit de faire ça, c'est Proudat sale. Je dis, quoi? Mais pour qui tu te prends? Il dit, je me prends pour personne, mais t'as pas le droit de faire ça. Moi, j'ordonnerai à tous mes hommes que personne n'a le droit de manger là-dessus. On mangera froid. Je dis, mais pour qui tu te prends, machin, hein? Mishpat. Alors, cours martial. Bon, j'en ai eu plein des mishpat dans mon service. Et donc, je suis arrivé, machin, ma cara, j'ai raconté l'histoire. Je dis, c'est tout, on n'a pas le droit, c'est les coups d'Alsace. On a des manottes graves s'il faut, on mangera froid, on mangera des manottes graves, des rations de combat. Mais ça, on n'a pas le droit, c'est Shabbat. Et le mec, le rassar, il dit, tu vois. Et le colonel qui nous juge, il dit, non, mais il a raison, t'as pas le droit de faire ça. Coudat sale, c'est Shabbat. Moi, je pensais faire plaisir aux Khayalim qui mangent chaud. Il dit, non, mais on dit pas que t'es méchant. On dit, t'as pas le droit. Donc voilà, il y a des lois qui font que, est-ce que c'est toujours bien respecté? Est-ce que les gens, ils savent? Très souvent, les gens, ils savent pas. Et donc, font des erreurs. OK. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je lance ça, toi, une bouteille à la mer. Mais si aujourd'hui, il y a plein de problèmes parce qu'il y a une partie du monde orthodoxe qui veut pas s'enrôler et qui s'enrôle dans le rabbinat militaire et qui soit déployé dans les bases pour servir de mashgiché kashrut, mashgiché shabbat. Très bien. Kol hakavod, yallah, la brioute. Oui, mais j'ai pas tellement envie de revenir sur l'histoire du. Non, on revient pas. Parce qu'on a compris qu'il y avait pas grand-chose. Bien sûr. Même au niveau moral, c'est-à-dire pour revenir à la moralité, même moralement, c'est pas de ça le. C'est un vrai. Tout là pour dire que ça a été créé dès le départ, dès presque le départ, comme étant une armée qui doit rassembler tout le peuple juif, religieux, pas religieux, de gauche, de droite. Le problème que je vois directement dans ça, c'est que je vais revenir sur ce qui est à côté de vous. C'est que un non-religieux qui s'engage aujourd'hui à l'armée, c'est pour protéger sa famille, c'est pour participer au bien du pays, etc. Un religieux qui s'engage à l'armée aujourd'hui, c'est pour participer au projet divin. Ça veut dire qu'il y a un objectif qui est quand même assez clair, c'est comme le Chiloni, la souveraineté sur Israël, mais ça passe aussi par des j'allais dire, une relation avec le divin, la volonté de la venue du Messie, du Mashiach. Et pendant cette guerre, et on va revenir sur cette guerre parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements de ce qui est moral, ce qui n'est pas,
sur ce patch-là. Ce patch, ce petit badge Autocollant. qui s'appelle Mashiach, qui a été interdit par l'état-major, qui a été flouté dans plein de missions de télévision, etc., parce que Tsahal ne voulait pas mettre en avant le fait qu'il y ait des soldats qui se battent aussi pour le pays, mais aussi parce que c'est l'armée de Dieu. Est-ce que aujourd'hui, la moralité voudrait pas de se dire, écoute, on est l'armée du pays avant tout, et il faudrait enlever les patchs Mashiach et se dire, non, on souhaite le Mashiach, mais ça c'est chez nous. On peut chez nous souhaiter le Mashiach, mais quand on participe au pays et qu'on porte l'uniforme, on doit respecter entre guillemets l'État, et l'État nous a dit, non, nous on n'attend pas le Mashiach. Comme je suis juif, je vais te répondre par une question. Ah. Parce que nous a expliqué Rabbi Jacob, chapitre 2, verset 8, qu'un juif, ça répond, enfin c'est Rabbi Zeligman, qu'on répond par une question. À ton avis, ce patch Mashiach, il aurait pu exister en 1948, pendant la guerre d'indépendance? Non. Non. Tu sais pourquoi? Parce que d'abord le concept des patchs, il n'existait pas à l'époque. Oui, des vestes de combat, etc. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, il est que qui c'est qui a lancé le patch Mashiach? Vous pouvez l'enlever, le montrer à la Rien sûr. Hop là, le patch Mashiach. Maintenant, qui l'a lancé? C'est Chabad. Oui, c'est les soldats Chabad. Non, la couronne, elle est tout. Mais c'est complètement, c'est le drapeau Chabad. Donc c'est des soldats qui étaient Chabad et qui ont dit, on se sauve, et ça a pris. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi ça a pris? Et pourquoi ça a pris tellement que c'est devenu une affaire? Parce qu'il y a plein de gens qui ont voulu le mettre. Agave, religieux et pas religieux. Il y a plein de gens qui l'ont mis. Ok? Maintenant. Alors maintenant, attention, les non-religieux, parce que moi j'étais pendant très longtemps à l'armée, là, c'était récemment, énormément de gens le mettent parce que ça fait peur au monde arabe. Par exemple, ça peut être une option. Mais avant d'arriver là-dessus, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, je dis simplement qu'un patch comme ça, il n'a pu être développé que parce qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés par. S'il y avait eu 3 soldats et demi qui l'avaient mis, personne ne l'aurait su. En 1948, c'est pas possible. C'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Est-ce que c'est la même armée que l'époque? Mais non, mais le peuple n'est pas le même. La Torah, dans l'État d'Israël de 2025, est infiniment plus présente qu'en 1948. Et j'ai grandi à Metz, comme tu le sais, Ira Kodesh, bien sûr. Pour vous. Pour tous ceux qui ont déjà mis des... Il y a le Rav Kook derrière qui n'a pas souri, hein. Oui. Mais il n'a jamais été à Metz, c'est pour ça. Mais à Metz, il n'y a pas beaucoup de juifs, hein, mais il y a un homme qui est Kol Elman, qui étudie toute la journée, il est tout seul. Et c'est quelqu'un qui se revendique comme étant un chassid satmer. Donc autant te dire que le sionisme, il kiffe pas. Et c'est quelqu'un qui a fait l'armée en Israël. Il a fait l'armée en Israël, arrivé en Israël, il a fait l'armée, machin, et l'armée l'a dégoûté de la Torah, machin, et il raconte, et il passe son temps à raconter les histoires de ce qu'il a vécu à l'armée, que pendant Shabbat, il prenait exprès les rimonimes du Sefer Torah pour faire sécher leurs chaussettes, machin. Ok. Et donc il me dit, tu vois, ça... Je dis, bon, j'étais pas là-bas, je sais pas, bon, il a un peu plus d'âge que moi, donc il a fait l'armée dans les années 60, un truc comme ça. Et je dis, ok. Donc aujourd'hui, on fait plus ça. Aujourd'hui, il y a des Achnasot Sefer Torah dans toutes les bases. Aujourd'hui, il y a des religieux partout à l'armée. Donc, au niveau du respect de la religion, évidemment. Donc ça pour dire que peut-être que fut un temps où c'était très compliqué. Et c'est plus le cas. Donc le peuple juif a complètement changé. Donc, le patch Mashiach, tout d'un coup, il devient une question. Chose qui n'était pas à l'époque. Mais ça montre déjà qu'évidemment que ça a énormément changé. Et dans le bon sens. Alors tu poses la question. Les religieux, ils mettent le patch Mashiach parce qu'ils disent, nous, l'armée d'Israël, c'est le projet divin. Et eux, ils te disent, c'est le projet de protéger le peuple juif. Tu as parlé du Rav Kook il y a 2 secondes. Donc, je vais citer le Rav Kook. Les religieux, on fait le Hallel à Yom HaAtzmaut avec la bracha. Le grand rabbinat d'Israël, il a dit qu'il fallait faire la bracha. Et je comprends pas. L'État d'Israël n'a pas été créé officiellement pour remplir le projet divin. C'est pas ce qui est marqué dans la déclaration d'indépendance. Mais le Rav Kook nous a déjà expliqué que le retour en Israël et la volonté de recréer notre indépendance, eh bien, ça peut être motivé par 3 sonneries différentes, les 3 chauffards
il y a le grand chauffard, la grande sonnerie, qui est le projet divin. C'est ce que le Rav Kook, c'est ce qu'il a poussé à monter en Israël, à créer le grand Rabbinat d'Israël, machin. Tu veux faire le projet divin. Mais juste pour Rav Kook n'a pas participé au Lehi ou à la Ghana ou tout ça. Ah, mais mon ami, Rav Kook, il arrive à 49 ans, il est déjà rabbin. Donc, Oh, mais il n'a pas poussé. Alors, c'est là que j'aimerais te contredire, parce que justement, là pour ça, hein. mais je t'en supplie, mais justement, le Rav Kook va écrire un texte absolument incroyable dans le livre Oroth, dans la partie qui s'appelle Oroth Atechia, un texte que son fils lui a dit, mais le écris pas, mais parce qu'ils vont pas comprendre les gens. Il dit, non, c'est pas compris, je suis obligé, c'est la Torah. Et dans le texte, il dit la chose suivante, incroyable. C'est l'entraînement des jeunes d'Israël au combat. Donc, on parle de tous ceux qui sont en train de s'entraîner la Ghana, le Lehi, le Hetzel. C'est parce qu'on a des jeunes qui s'entraînent et qui redeviennent forts, qui sont prêts à protéger le peuple. C'est ça qui permet aux Mekoubalim de mieux comprendre la Kabbalah. Et c'est justement le Rav Kook et son fils qui vont, parce que je t'ai parlé tout à l'heure des problèmes des religieux qui voulaient à l'armée, c'était quels religieux? Les étudiants de Merkaz Hara, de la Yeshiva du Rav. Donc, le Rav Kook qui veut pas, non, le Rav Kook, rappelle-toi que la réalité de l'époque, elle est tellement différente que, effectivement, oui, les gens qui sont, il y a tellement peu des gens qui sont rabbins, que les rabbins, on les laisse en place. C'est-à-dire, mais la réalité, elle est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, tout ça pour te dire que le Rav Kook dit, voilà, il y a 3 sonneries qui ont envie de te ramener. Il y a la grande sonnerie, c'est j'ai envie de participer au projet divin. Il y a la moyenne sonnerie, c'est j'ai envie d'être un peuple comme tous les peuples. Donc, de faire un pays, d'avoir une armée pour défendre nos pays et défendre la famille, machin. C'est le moyen chauffard. Il y a le petit chauffard, c'est j'ai pas le choix, je me fais mettre dehors de l'Allemagne par Hitler et la persécution m'oblige à venir en Israël. Et la grande différence entre les 3 chauffards, c'est que le petit chauffard, donc la persécution, l'antisémitisme, c'est chauffard katan tamé. C'est un chauffard impur. Il fait le boulot, mais je ne fais pas la bracha dessus. Alors que le grand chauffard, évidemment, c'est top, mais même le moyen chauffard, même si officiellement il ne remplit pas le projet divin, je fais la bracha dessus. En d'autres termes, le mec qui vient participer à l'armée d'Israël, parce qu'il a envie de protéger sa famille ou il a envie de protéger son pays, et il n'a pas à la bouche, c'est le projet divin. Armée de Dieu. Il remplit quand même le projet divin. Et il fait quand même la mitzvah de participer à la guerre d'Israël. Enfin, faut pas lui dire, parce que sinon, il voudra pas le faire. Non, tu parles. Il dira, non, je ne le fais pas pour ça. D'accord, mais il n'empêche qu'il le fait quand même. C'est-à-dire qu'il participe au projet divin, Benko ou Benko. C'est quoi qu'il arrive, il participe au projet divin. Maintenant, est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il ne le sait pas? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il n'est pas conscient? Ça, c'est à nous. Mais le fait que ça le dérange de participer, parce qu'ils le savent, ils le voient. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des religieux à l'armée, de plus en plus, ils voient. Moi, j'ai passé, Dieu bénisse, 250 jours avec un peu tout Israël. Le Chiloni aujourd'hui, de base, qui habite dans son Israël, qui manifeste contre la réforme, etc., de Mishpaté, de judiciaire, etc., quand il voit des religieux à l'armée, ça le dérange. Alors, ça le dérange pas que les religieux soient à l'armée parce qu'il en a besoin, parce qu'il sait que lui, il peut plus faire tout seul ce truc, mais s'il y avait suffisamment de Chiloni, il voudrait pas de religieux à l'armée. C'est bizarre ce que tu dis, parce que c'est pas ce que j'ai entendu aux obsèques du Rav Avi Goldberg, qui était le rabbin de Saplouga, et ils étaient tous pas religieux, et ils parlent tous de lui comme étant celui qui leur a donné la force d'y aller. Individuellement parlant. Ah non, attention, c'est ça. Eh oui! C'est qu'individuellement parlant, on est tous les meilleurs copains, et on a sacrifié nos vies l'un pour l'autre. Non, pas seulement ça. Il pense aussi que tu amènes quelque chose avec ton côté religieux. Mais il veut pas, il a très très peur que tu l'obliges à devenir religieux. Il a très peur que tout d'un coup l'armée devienne une armée avec des péotes. Il y a une vraie peur. Bien sûr qu'il y a une vraie peur. Mais c'est une peur justifiée. Non, c'est une peur complètement injustifiée. C'est une phobie. Et une phobie, elle n'est pas justifiée. Il y a aujourd'hui, moi je le vois chez les réservistes en tout cas, vu que nous on est à peu près moite-moite. C'est-à-dire on est 50% religieux, 50% pas religieux. Je vous donne un exemple, c'est que par exemple quand on va prier pour Shabbat, et ben tout le monde attend qu'on finisse de prier pour aller manger. Le nombre de petits siffrés Torah qui se baladent dans les dans les postes de garde, dans les voitures, etc. C'est-à-dire qu'on était dans un mini-tank, etc. On avait siffrés Torah, et il y en a un qui m'a dit des petits livrets comme ça, des siffronymes. Ouais. Et il y a un Chiloni qui m'a dit, moi, si demain j'amène un siphron qui est contre la Torah,
un truc où je mets des femmes nues, un truc où pas cachère, machin, ou juste je laisse un téléphone pas cachère, je me fais éclater. Parce que on va au-delà par Parquet. En fait, Parquet. Moi, quand j'étais à l'armée, mais arrête, et moi, quand j'étais à l'armée, il y avait, pas dans mon unité directement, mais dans la base, il y avait une unité où il n'y avait pas beaucoup de religieux. Et ceux qui avaient, c'était des religieux light. Je sais pas, voilà. Et il y avait, et moi, je connaissais pas, tu vois. Moi, je venais d'arriver en Israël, ça fait 4 ans que j'étais en Israël, je connaissais pas la culture israélienne. Et la Tov, Velara. Et j'ai entendu parler d'un concours, fallait faire des pompes ou je sais pas quoi. Et celui qui gagnait, il gagnait la mallette. Il y avait une espèce de petite mallette comme ça. Une petite mallette, ouais. Alors, ok, mais il y avait quoi dans cette mallette? Et je te demandais à chaque fois, c'est quoi? Il y a quoi de... Je vais pas participer, c'est pas, moi je suis pas dans le concours, c'est pas mon unité, mais c'est quoi la mallette? Ça m'intéressait. Et les mecs, ils me disaient, c'est la mallette Blazer. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi? Du coup, c'est la mallette Blazer, Et en fait, je comprenais pas. Et j'ai compris, à un moment donné, hey, explique-moi, je comprends rien. Et il dit, non, mais t'as pas compris. Et il me sort de son sac un magazine. Blazer, c'est le nom d'un magazine, The Charm, connu, semble-t-il, dans certains milieux. Donc c'est une mallette avec, je sais pas, une cinquantaine avec des photos sympathiques. Mais ok, nous, alors quoi? Alors j'ai été le dénoncer, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, il n'y a ni pas le droit à l'armée d'amener un livre du Rav Kook, pas le droit d'amener un livre du Rav Kook et de le mettre en shmira, quoique. Attends, j'y reviens dans 2 secondes. Et tu as aussi le droit d'amener ce qui va te permettre de passer des soirées sympathiques. Au niveau de l'armée, non. C'est tes affaires personnelles. Alors, tu veux. Enfin, si moi demain je tombe sur un truc comme ça, ouais. Un exemple, voilà, je tombe sur ça en garde, je suis en garde, j'arrive à ma garde à l'entrée de la base, je tombe sur un truc ça, je prends je le prends, je le jette. Ouais. Le Riloni, il va pas prendre un livre Kodesh de religion, il va pas, il va le jeter parce que ça le dérange. D'abord, pourquoi tu le jettes? C'est pas à toi. Ouais, quand même. C'est pas à toi. Tu le retournes. Alors, vous dites, il faudrait mieux éduquer les religieux pour être moins compagnie. Mais... L'un des grands problèmes du monde non religieux, face au monde religieux, c'est qu'il a l'impression, et des fois, a raison, il a l'impression que le monde religieux, il a envie de l'éduquer, de faire de lui un religieux. Maintenant, que les choses soient bien claires. Je pense que chaque juif, il doit faire la Torah. Et je pense que mon rôle, c'est d'essayer d'enseigner d'une certaine manière pour que les gens ils aient envie d'y participer. Mais au final, tu as ton libre arbitre. Je ne peux pas t'obliger à le faire. À aucun moment, la Torah, elle oblige l'individu. Enfin, la Torah, elle oblige, mais à aucun moment, la Torah, elle oblige un individu d'obliger un autre individu de faire les mitzvot. Je peux t'aider à essayer de comprendre pourquoi c'est important. Mais après, c'est toi qui décides. Donc toi, tu as décidé pour l'instant de te balader avec un livre Fakacher. Ça, c'est ton problème. Tu l'as laissé en shmira, et moi, j'arrive, je le retourne. Comme ça, moi je suis pas attiré par ça pendant ma garde. Bon, je reviens juste sur le Rav Kook en shmira, j'ai dit je suis pas sûr. En vrai de vrai, c'est compliqué parce que si tu penses que c'est une vraie shmira et que tu es obligé de garder parce que c'est dangereux à tel point que tu vas y aller pendant Shabbat, t'as pas le droit d'étudier en shmira. Tu dois être concentré sur ta shmira. Tu dois être concentré sur ta garde. Tu peux pas. Oui, mais en fait, dans un monde idéal, mais c'est tellement des milliers d'heures assis à rien faire. Mais maintenant, le religieux qui laisse son petit livre, parce que c'était vraiment une grosse marloquette chez nous, hein, c'était une marloquette qui a duré pendant 2-3 semaines. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir du religieux? Il n'y a pas un petit espoir du religieux de se dire, peut-être le Chayoni va tomber dessus, peut-être il va kiffer, mais comme nous, quand on fait un short, par exemple, truc, on se dit peut-être ça va. Eh ben, tu sais quoi? Il y a là que dans ta shmira, tu un petit comptoir sur la fenêtre et tu laisses ton petit oroth. Et l'autre, il laisse son livre pas cachère. Eh ben, à la fin des Milouim, on verra lequel livre est le plus corné, a été le plus utilisé. Je suis persuadé qu'il y a des religieux qui vont un peu regarder le livre pas cachère, et je suis persuadé qu'il y a plein de non-religieux qui vont quand même s'intéresser au livre du Rav Kook, ou d'autres, hein, Sam. Et peut-être qu'ils vont lire un passage qui devrait les intéresser. Qu'est-ce que tu t'en fous? T'as mis ton bouquin, tu l'as laissé. C'est un manque de bitachon ishi. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Makara? Comment on dit bitachon ishi voilà, fierté personnelle. Ouais, non, pas de bitachon atzmi, c'est pas ishi,
Bon, Kitso, Confiance en soi. confiance en soi, merci beaucoup. Et du religieux. Mais oui, pourquoi t'as peur, Makara? Et le Patch Machiar, parce que, Alors, pour revenir. Alors, le Patch Machiar, là, tu poses la question. D'abord, est-ce qu'il fait peur aux gens? Tu me dis, il fait peur à nos ennemis. Alors, très bien. Alors, mets-le en grand partout. Médio. Mais c'est justement ça. Le Patch Machiar, on en avait déjà parlé. Et c'était pas filmé. Non, bien sûr, bien sûr. Mais autant, tu m'avais posé la question, est-ce qu'il faudrait pas mieux que les religieux, des fois, ils enlèvent leur kippa pour passer pour pas religieux, comme ça, les pas religieux, ils leur parlent. Et comme ça, on peut peut-être avoir plus d'influence. Parce que s'ils voient une kippa, ils disent, ah, c'est un religieux, on peut pas parler avec lui. Et là-dessus, je t'avais dit, pas du tout. Mais mets ta kippa, mets-en une plus grande. Mais montre-leur à quel point, avec ta méga kippa, t'es un mec avec qui on peut parler de tout. T'es un mec kiffant, t'es un mec sur qui on peut compter. T'es un mec qui inspire le respect et tout ça. Avec ta méga kippa et tes tzitzit dehors. Parce que justement, c'est comme ça que tu vas lui faire changer d'avis sur les religieux. À part vous, celui qui m'a convaincu, parce que moi, je me dis, j'ai pas croyé ça. Hein. Pendant les Milouim, j'ai beaucoup de mal à mettre la kippa, parce que ça tombe, ça machin, faut mettre le casque, enlever le casque. Puis pour vous montrer, il est un peu gros. J'ai écouté une conférence de Ofer Winter, du général Ofer Winter, qui expliquait qu'on lui reprochait de mettre la kippa et ça l'a empêché de devenir un grand général et d'avancer dans l'armée parce qu'il avait une kippa et qu'on vit dans une société où aujourd'hui dans le Tsahal, on essaie d'éviter un maximum, et je pense que c'est même pas un secret, c'est même pas on essaie d'éviter un maximum que des religieux qu'on ne maîtrise pas c'est quoi les règles qu'ils ont. Parce que les dirigeants de l'armée sont encore de la vieille école. Et voilà. Si t'es général aujourd'hui, chef d'état-major, Mais c'est que t'as à peu près, oui, c'est que t'as à peu près 50 ans et plus, donc tu viens d'une autre époque. Les choses ont évolué à ce niveau-là. Ouais, et lui, il disait, il a dit, ça fait 2000 ans qu'on se bat pour porter la kippa. Est-ce que c'est dans l'armée qui défend les juifs qu'on peut ne pas porter la kippa? C'est ridicule. C'est hyper ridicule. Et du coup, ça a calmé. Mais maintenant, pour revenir à ça, c'est que l'armée aujourd'hui, le commandement de l'armée n'est pas religieux et ne veut pas de religieux. Maintenant, de plus en plus, là, des jeunes qui arrivent, et de plus en plus dans l'armée, c'est des religieux qui sont là. D'ailleurs, on peut le voir malheureusement dans le nombre de morts, dans le nombre de soldats qui ont donné leur vie. Donc, tu comprends que dans 20 ans, le commandement de l'armée, il sera religieux. Et ça fait très très peur, d'ailleurs, à une partie de la population. Non, mais c'est parce qu'ils le savent. Ils voient bien que la démographie, elle est du côté des religieux, pas seulement au niveau des naissances, mais au niveau de la Chazara B'Teshuvah. Donc, c'est une réalité qui est en train de changer. Patch Mashiach, c'est la preuve. Mais demain, maintenant, quand je te disais que je pense qu'il faut qu'ils viennent avec ta méga kippa, il faut pas avoir honte. Au contraire, pour montrer ce côté du religieux qu'il ne connaît pas. Parce que lui, il connaît les religieux à la télé. Ou il connaît les religieux en stigma, en schématique. Et les manifestations et machin. Montrer que c'est un vrai religieux, mais c'est mon meilleur ami. Oui, mais il n'y a pas un risque, parce que moi, je vois les religieux, entre guillemets, et je pense qu'on utilise le mot religieux un peu à tort à travers, mais moi, les religieux que je vois aujourd'hui, c'est les islamistes, c'est les chrétiens qui pètent un câble complètement, parce que eux, ils n'ont pas de loi, c'est Dieu la loi. Et en fait, ça devient des malades mentaux. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que par la religion, et ça se voit, et on va vous regarder dans d'autres vidéos que j'ai préparées, il y a des moments donnés où on se dit non, il y a un problème, c'est pas légal de faire des choses comme ça, mais pour eux, la légalité, c'est pas l'État, c'est Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu permet, il y a des fois l'État dit non. Mais là, tu dis des choses qui sont une banalité toranique. C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'on est religieux, alors on ne doit pas écouter les lois de son pays? C'est très simple. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Qu'est-ce qui est plus important, les lois du pays ou les lois de la Torah? Sans aucun doute, les lois de la Torah. Mais la Torah, elle m'a dit que si le pays met en place une loi qui ne contredit pas la Torah, tu dois la respecter. Point. C'est tout terminé. Donc, si l'État, l'armée, me demande de manger pendant Yom Kippour alors que je suis à la base en train de rien faire, je n'obéis pas. Point. Mais si l'armée me dit tu dois t'habiller uniquement en vert kaki et pas en bleu fluo, et que moi je suis fan du bleu fluo, ben je m'en fous. Je m'habille en vert kaki parce que c'est une loi qui ne contredit pas la Torah, donc il n'y a pas de problème. Mais si l'État donne l'ordre de bouger des Juifs, c'est ce qui s'est passé en 2005. Pendant la Hitnatkout, le démantèlement, le déracinement du Gush Katif. Ben, c'est ce qu'on vient de dire. Quand l'État demande de faire une loi qui contredit la Torah,
tu n'as pas le droit d'obéir. Donc, il ne fallait pas obéir en 2005. Il fallait refuser de démanteler des Juifs. Au risque de... Au risque, j'étais alarmé à plein là, faire une scission. J'étais alarmé à ce moment-là, et nous, on avait pris la décision très claire. Finalement, on n'a pas eu à le faire, mais... Oui, ils sont sélectionnés d'ailleurs. Voilà, toute notre unité, parce qu'ils avaient compris qu'il ne fallait pas nous demander. Non, mais c'est connu. Chaque soldat, ils ont pris des soldats de plein d'unités différentes, etc. De prendre ceux qui étaient entre guillemets. Nous, ils ont compris qu'il ne fallait pas nous demander. Donc, parce qu'on avait tous décidé, pas du tout, on est prêt à aller en prison, machin, c'est assaut. C'est assaut. J'avais demandé à l'époque au Rav Cherki, j'avais demandé au Rebbe Avrum Shapira. Ils avaient dit, on n'a pas le droit d'obéir à quelque chose comme ça. Parce que c'est interdit. C'est interdit par la Torah. Alors vous allez voir la transition extraordinaire que je vais faire. Mais aujourd'hui, dans cette guerre qu'on est en train de vivre, est-ce que ce qui est en train de se passer n'est pas contre la Torah? Ça veut dire rendre des otages, rendre des prisonniers contre des otages. Est-ce que ça est autorisé par la Torah? Est-ce que laisser des terroristes en vie parce qu'on doit faire des relations internationales, est-ce que c'est autorisé dans la Torah? Mais là, ça n'a rien à voir avec notre histoire à nous, puisqu'on ne demande pas ton avis. Oui, aussi. Donc en fait... Heureusement d'ailleurs. Non, mais ça veut dire... Est-ce qu'on a le droit, au niveau toranique, de libérer des meurtriers qui vont, sans aucun doute, recommencer à faire du terrorisme pour libérer des gens? La réponse est évidente que non. Et quand on parle de Pidyon Shvuim, très souvent on parle de la mitzvah de libérer les prisonniers. On appelle en hébreu Pidyon Shvuim. Et c'est une mitzvah extraordinairement importante, sans aucun doute. Et c'est tout à fait vrai. Mais sauf que dans notre cas présent, il ne s'agit pas de Pidyon Shvuim. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre cette dualité. Pidyon Shvuim, c'est dans un cas individuel, où lorsqu'on était en exil, il y a le goy qui est arrivé, il a pris quelqu'un de la communauté, il l'a fait prisonnier, il demande une rançon. À ce moment-là, il y a des halachot, il faut tout faire pour essayer de le libérer. Tout faire dans le cadre de la halacha. C'est ce que va expliquer le Maharam de Rothenburg, qui va être justement capturé par les goyim. Il va être emprisonné dans la tour de Fedelheim ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus le nom exactement. Et les goyim demandent une rançon exubérante pour sa libération. Le Maharam de Rothenburg, depuis sa prison, va écrire une tchouva très connue, une réponse très connue, dans laquelle il dit « Je vous interdis de payer ». Il en donne une réponse à la communauté « Je vous interdis ». Parce que sinon, ça va les encourager à capturer d'autres rabbins. Puisqu'ils voient qu'on peut demander des prix toujours plus grands. Donc, interdiction. Je préfère mourir en prison. Il va mourir en prison. Et les goïms vont même demander une rançon pour son corps, moins élevée, mais quand même très élevée. Et là, la communauté va le payer quand même. Parce que le marin ne sera plus là pour dire non. Mais, donc ça veut dire que même dans la mitzvah de Pidyon Shvuim, il y a des règles. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, ce n'est pas Pidyon Shvuim. Aujourd'hui, c'est une guerre. C'est-à-dire que tous les otages qui ont été capturés, qu'ils soient militaires ou pas, du point de vue du Hamas, ce sont des soldats. Bien sûr. Parce que du point de vue du Hamas, comme on a dit, c'est une organisation terroriste qui veut détruire le peuple juif. Donc eux, ils font pas de différence entre l'un et l'autre. Donc nous non plus, on ne doit pas faire de différence entre l'un et l'autre. Et quand on dit, non mais les soldats, ils sont là pour protéger le peuple juif, et si jamais ils doivent mourir, alors que les civils, non. C'est vrai, mais quand on doit réfléchir comment on va essayer de ramener nos gens, on peut pas faire la différence entre lui, il était soldat, et lui, il n'était pas soldat. C'est pas la question, parce que du point de vue de nos ennemis, il n'y a pas de différence. Ils s'en fichent que ce soit un soldat ou un bébé bibasse. Donc, notre regard par rapport à tout ça doit être le même. Et donc, est-ce qu'on doit tout faire pour les libérer? Oui, on doit tout faire pour les libérer, mais pas en mettant en danger d'autres juifs. Parce que hier, on a vu la libération des 3 premiers otages, et on est très heureux. Et on est tous heureux, bien sûr. Et on doit faire la bracha. C'est-à-dire qu'on doit faire la bracha de... Alors, Beshem ou Malchut, il y a une marloquette. Est-ce que si tu vois à la télé, tu dois faire la bracha Beshem ou Malchut, ou c'est ce que si tu vois en vrai? Mais si tu as ça fait brachot laquelle, donc fais sans Shem ou Malchut. Donc si tu n'as pas encore fait, tu peux toujours faire de Baruch Shecheyanu Vekiimanu Vegianu Lazmanazeh et Baruch Mechaya Metim. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu n'as pas vu quelqu'un pendant 30 jours, tu n'as pas de nouvelles de lui, rien du tout, et que tu le vois, tu fais Shecheyanu. Et si tu l'as pas vu pendant 1 an, mais pas vu, tu parles par WhatsApp, 0 nouvelles, Mechaya Ametim. Là, c'est clairement, malheureusement, le cas. Et donc,
on fait une bracha et on est très heureux. Et bien sûr qu'on est heureux. Ceci étant dit, est-ce que on a le droit de libérer comme ça? Ben, pourquoi est-ce que la vie des otages est plus importante que la vie de nos soldats ou que la vie des civils qui seront mis certainement en danger par les terroristes qu'on a libérés? Je veux dire, on a l'exemple de l'accord avec la libération de Gilad Shalit. Un des mecs de l'accord, c'était un certain Sinoir. Voilà, on voit bien ce qui se passe. Donc oui, il faut faire tout ce qu'on peut pour libérer nos otages, mais parce qu'on libère notre peuple d'une guerre contre un ennemi. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Bon, je suis pas Premier ministre, je suis pas chef d'état-major, j'ai qu'un avis qui est le mien et un avis qui n'intéresse que moi, mais je pense que c'est en utilisant, et ça va peut-être nous amener dans la suite de notre moralité, en utilisant les armes de nos ennemis, qu'on peut les vaincre. Et donc, en faisant preuve d'une violence et d'une non-miséricorde totale envers nos ennemis. Alors, aujourd'hui, je pense que... Mais tu sais qu'on n'a pas parlé, on n'a pas répondu juste au pas. Tu vas arriver dans un seconde. Ouais, mais tu m'as demandé est-ce qu'il faut le mettre ou il faut pas le mettre. Ben moi, je te dis, mets-le. Non, je te dis pas mets-le. Je te dis, il faudrait que ce soit l'armée qui dise on met le patch. Ça fait partie du pactage. Tant que l'armée, elle le dit pas, ça me dérange un peu aussi. Parce que j'aime bien ce qu'ils représentent. Mais t'es soldat. C'est ça. T'es soldat, donc tu dois représenter l'armée d'Israël. Mais aujourd'hui, et en fait, on enchaîne sur la suite parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de réseaux sociaux, etc. Et en fait, chacun peut acheter aujourd'hui son propre équipement, etc. Et en fait, l'armée a un peu lâché le truc. Alors, c'est-à-dire, puisque l'armée, elle a lâché, bon ben voilà. En fait, je pense que plus il y en a qui le mettront, plus à un moment donné, c'est l'armée qui le fournira en tant que pactage. Et maintenant, bon, ça c'est moins connu, mais il y a des checkposts où, pas ils obligent les soldats, mais ils demandent aux soldats de le mettre. Parce que, effectivement, le monde arabe, quand il voit ça, il a beaucoup plus peur parce qu'il se dit, mais attends, lui, il est religieux, bah, évidemment. Il va pas réfléchir comme un occidental, il va pas réfléchir comme un européen, donc il est capable de mettre un coup dans la tête si jamais je lui parle un peu trop fort. Évidemment, ils ont très peur, mais d'un autre côté, ils nous respectent énormément pour ça. Il y a... Bah, c'est le problème du monde arabe, c'est que c'est pas un occidental, c'est un oriental, et plus t'es dur avec lui, non, non seulement ça, non, mais et ils respectent Dieu. Oui. Et il y a un ancien député qui est là, vient d'annoncer son retour en politique, Moshe Feiglin. Ah, ok. Et il vient de ranimer son parti après l'Aïska, et il dit voilà, moi je veux changer tout ça. Plutôt, il raconte que quand il était à la Knesset, il a dit ça il y a une semaine dans une interview, que lorsqu'il était à la Knesset, il a parlé dans les couloirs avec un député arabe très connu de l'époque, et le député arabe lui a dit, mais toi, hein, j'ai très peur de toi, mais en même temps, je sais que toi, je peux te respecter. Parce que toi, hein, tu viens avec la Torah, et pas une Torah dévoyée. Tu viens avec ta Torah, point, avec ce qui est marqué dans le texte, et on sait. Parce qu'à la tribune de la Knesset, pas à la tribune, c'est vrai, il dit, on a eu une discussion dans les couloirs, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'opposes à moi? C'est marqué dans ton Coran que Dieu a promis cette terre au peuple juif. Et j'ai marqué dans la Torah. Et il dit, mais je sais. Mais avec toi, je sais que si c'était que des mecs comme toi, on aurait réglé le problème. Parce qu'on ne pourrait pas se mettre contre vous. Mais vu que ceux qui gèrent le pays, ils viennent pas au nom de la Torah, alors pourquoi tu veux que je vienne moi au nom de mon Coran? Il y a des vraies questions. Mais pour revenir à la moralité, à la violence, derrière la morale et la violence. Alors j'ai quelques vidéos à vous montrer, que je montrerai à nos téléspectateurs sur l'écran. Regardez, elles sont... regardez. J'en ai plusieurs. Vas-y. Ok. Ça, c'est les images d'hier. Ah oui, bon. Bon, on les a vues. Ça, on a un peu répondu. J'éteins. On a un peu répondu. C'est que c'est évident pour tout le monde que le Hamas, une organisation terroriste, s'il y a un mec qui est du Hamas, il faut le tuer. Maintenant, il y a une vraie question par rapport aux civils. Alors, il y a toute une partie de la population qui dira, en Israël et même dans le monde, il n'y a pas de civils innocents. Ils sont là-bas, c'est eux qui fournissent l'argent au Hamas, c'est eux qui machin. Il y a une autre partie de la population d'Israël qui dit, non, attends, le Hamas, il leur donne à manger. C'est-à-dire, Israël n'a pas été suffisamment fort et le monde n'a pas été suffisamment fort pour les empêcher, le Hamas aujourd'hui, de
d'être le lien entre la population et le reste du monde, et que en fait la population ne peut pas se rebeller face au Hamas aujourd'hui parce que c'est le Hamas qui les tient, et du coup les tuer aujourd'hui c'est pas moral. Est-ce que c'est moral ou pas aujourd'hui? Alors je parle pas d'une bombe qui va taper un terroriste du Hamas et ça tue un civil. Je parle aujourd'hui de détruire des bâtiments civils, etc. Est-ce que c'est moral? Bon, alors regarde. Premièrement, je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui se passe chez tous les donneurs de leçons. Lorsque il y a eu une prise d'otage américaine en Iran, lors de la révolution, lorsqu'il y a une prise d'otage, et d'ailleurs pas que à ce moment-là, dès qu'il y a une prise d'otage américaine, il n'y en a plus beaucoup, la CIA, l'armée américaine, elle va faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la CIA, elle va aller choper les familles des mecs qui ont pris en otage et ils vont les massacrer pour qu'on libère les soldats américains ou les otages américains. Ils se posent pas la question morale. Est-ce que c'est moral ou pas? Non, sinon on se pose la question, c'est déjà un très bon... Non, mais ça veut dire que j'adore les donneurs de leçons. Et d'ailleurs, l'avait très bien dit le président français Nicolas Sarkozy. Il a dit, ça n'existe pas. Vous croyez quoi, une guerre où il n'y a pas de victimes civiles? On peut pas dire que les Américains et Nicolas Sarkozy est quelqu'un de très moral non plus. Non, mais c'est pas le problème. Non, c'est pas parce qu'eux font des trucs pas moraux que non. Non, mais ça n'existe pas, une guerre où il n'y a pas de mort civile. Lorsque les Alliés, les Américains ont balancé la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki, c'était pas des objectifs militaires. Lorsque les Anglais ont bombardé Dresden à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour détruire la fin de la résistance allemande, c'était pas pour les Sochas. Je me fais l'avocat du diable, mais c'était une autre époque, c'était une autre guerre. Mais non, c'est pas une autre époque, parce qu'en Irak et en Afghanistan, ce que les Américains ils ont fait, mais c'était pas moral. Pareil. Mais c'était pas moral. Alors, de détruire comme ça des centres. Bon, c'est peut-être une proportion. Hein. La première chose que je dis, c'est que d'abord, quand on a tous ces deux, parce que toutes les questions que tu poses, c'est parce que la communauté internationale dit que. Maintenant, la communauté internationale, elle a fait 1 milliard de fois pire que ce soit le napalm au Vietnam pour les Américains, que ce soit les Français en Algérie, au Mali, ce que tu veux, que ce soit le monde arabe. Parce que t'es marrant, président des droits de l'homme, l'Iran, la Tunisie, t'es crabé. Oui, non, mais donc, je dis simplement que nos donneurs de leçons, si on se comportait comme eux, on pourrait discuter. Mais c'est pas le cas. Maintenant, est-ce que c'est moral de frapper des civils? Le Hamas, d'abord, il faut se rappeler de ça, a été élu démocratiquement par le peuple gazaoui en 2006, 2007, et depuis, il est toujours au pouvoir. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est le peuple gazaoui qui a mis le Hamas où il est. Deuxièmement, d'après les instituts de sondage, avant le 7 octobre et pendant la guerre, l'écrasante majorité des Arabes, qu'ils soient à Gaza ou en Judée-Samarie, soutiennent les actions du Hamas du 7 octobre. C'est une deuxième chose. Troisième chose, au niveau du droit international, parce qu'on parle tout le temps de droit international, lorsqu'un terroriste, on parle de terroriste, se cache dans une population civile pour y mener ses attaques, et que toi tu viens, et que pour avoir le terroriste, tu tues la population civile, la responsabilité, c'est celle du terroriste, et pas de toi qui as bombardé. C'est le droit international. Parce que tu t'es caché dans une population civile. Lorsque je bombarde un immeuble et il est possible qu'il y ait des civils dedans, je m'en fous. Parce que c'est la faute du Hamas. Et dernière chose, on veut tuer personne. Si on peut éviter de tuer, on évite de tuer. Mais en aucun cas, protéger la population civile de mon ennemi est plus important que de protéger la vie de mes soldats. La vie de mes soldats et de mes civils, de mon peuple, pour moi, vaut plus que celle de mes ennemis. Protéger les civils ennemis en mettant en danger nos soldats, c'est la pire immoralité qui soit. Je ne me bats pas contre les habitants de la bande de Gaza parce qu'ils sont méchants. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens très bien. Il y a peut-être dans la bande de Gaza
un mec qui a son bandeau du Hamas, mais qui dans sa vie de tous les jours a une institution de chesed et il est un bon papa et il est gentil et il aide les grands-parents et machin. Je me bats contre lui parce que c'est mon ennemi, parce qu'il a envie de me tuer. Je me pose pas la question de savoir si c'est un mec sympa ou pas un mec sympa. Et donc oui, la vie de mes civils et de mes soldats est plus importante que celle de mes ennemis. Ça, c'est moral. Est-ce que ça se chiffre? C'est-à-dire, est-ce que on peut dire un soldat, 1000 civils, comme eux font? Parce que c'est Bien sûr, un soldat 1000 civils. C'est quoi un soldat 1000 civils? Est-ce que par s'il faut tuer 1 million, 2 millions de Gazaouis pour qu'il y ait un soldat qui soit en vie, est-ce que c'est moral? Tu comprends que on peut pas parler de manière théorique. Ça veut rien dire de manière théorique. Va tuer 1 million de personnes pour sauver une personne. Non. Tu sais pourquoi non? Parce que tu n'arriveras pas à ça. Bien sûr. Parce que si au début de la guerre, on avait fait ce que certains préconisaient, à savoir, là très bien, non seulement on rentre le 8 octobre, mais le 8 octobre, on éteint eau, électricité, essence, rien. Parce que c'est nous qui donnons tout à Gaza. Oui, mais je veux dire, alors, théoriquement parlant, et c'est une théorie parce que c'est pas fait, le Hamas aurait laissé 50 000 morts, 70 000 morts dans les 2 premières semaines. Il y aurait eu des corps de partout. Il y aurait eu... Ils n'auraient rien laissé du tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils seraient morts de faim. C'est pas les civils seulement qui seraient morts de faim. Ils ont certainement des réserves, des machins. Mais donc, il serait mort en dernier, le mec de Hamas. Non, mais il serait mort en dernier. Ça a toujours été. C'est comme ça que ça a toujours été. Quand il y a un siège, bah, tu épuises les réserves de l'ennemi jusqu'au moment où ils se rendent. Et tu veux que je te dise? Si. Tu disais tout à l'heure, c'est le Hamas qui leur donne à manger. Non, mais s'il leur donne plus à manger, peut-être que le peuple il va se révolter contre eux. Bien sûr. Tu me dis, on dit aujourd'hui, combien il y a de terroristes du Hamas? Allez, il y a 50 000 Hamasnikim. Tout le reste, c'est de la population civile, sympathique, sympatoche. 100 000. 100 000 mecs du Hamas. Et si on dit qu'il y a vraiment, ce qui à mon avis est complètement faux, mais si on dit qu'il y a vraiment 2 millions d'Arabes à Gaza, d'accord? Ah, vous pensez qu'il n'y a pas 2 millions d'Arabes à Gaza? Non, bien sûr que non. Ok. Bien sûr que non. Déjà avant le 7 octobre, il y avait beaucoup moins de 2 millions d'Arabes à Gaza. On parle de près d'1 400 000, puisque c'est un truc qu'on veut pas dire, mais ça fait 10 ans qu'il y a près de 400 000 Arabes qui sont partis de Gaza. Oui, bien sûr. Le but parti. Bien sûr. Mais pas à cause de la guerre, parce qu'ils veulent pas rester là, quoi. D'autre part, il y en a énormément qui veulent partir aujourd'hui. Bon, ça, c'est un autre problème. Donc finalement, de dire Gaza, qu'est-ce que je veux faire avec une population comme ça? Donc ça, c'est une première chose. Mais disons qu'il y a 2 millions. Et qu'il y a 100 000, alors que c'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il y a ça, allez, 20 000, 30 000 Hamasnikim. 100 000. Ça fait un Hamasnik pour 20 personnes. Bah, donc tu peux faire une révolution. Le peuple, il peut se révolter. Alors ouais, il va peut-être mourir, il y a peut-être 100 000 Gazaouis qui vont mourir dans la révolte contre le Hamas. Mais si, ils sont tellement contre le Hamas. Je te rappelle que ce qui s'est passé en Syrie, c'est exactement ça. Il y a des gens qui en avaient marre du régime d'Assad. Ils se sont révoltés. Bon, en 11 jours, c'était plié. Mais ils pensaient pas que ça allait prendre 11 jours. Ils pensaient que l'armée, elle avait opposé une vraie opposition. Et ils ont bien vu que Assad, il était capable de tuer 700 000 personnes. Dans la guerre civile en Syrie, il a tué 700 000 personnes. Donc, ils savent que le mec, il est capable de tuer des gens. Ça les a pas empêchés de faire une révolte. Ça s'est vu en Libye. Mais oui, non, mais partout. Je veux dire, je parle assez parce que ça s'est passé maintenant. Les Juifs. Mais tout ça pour dire que t'as envie de te faire une révolte parce que t'en as marre, t'es pas d'accord avec le Hamas, tu penses que c'est le Hamas qui est le responsable de tous tes problèmes, révolte-toi. Tu te révoltes pas, t'es d'accord avec lui. Comment vous voyez ça? This house is on fire. Ça, et je vous ai pas mis toutes les vidéos de soldats qui prennent des soutiens-gorge de femmes et des robes et des machins. Dire, quand vous voyez ça, est-ce que, alors, sur ce qui est explosion des maisons, etc., on a compris, mais j'allais dire, la légèreté avec laquelle les soldats prennent les choses, est-ce qu'il n'y a pas un problème de moralité? Non, il n'y a pas un problème de moralité. Si tu me parles simplement de prendre des vidéos et de s'amuser avec des robes, machin, c'est pas un problème de moralité, c'est un problème peut-être de maturité, ouais, voilà. Mais c'est pas un problème de moralité.
Non, c'est un truc qu'on oublie, mais c'est des soldats qui ont 10... Mais oui, mais bien sûr. Des fois, Mais on bien un peu sûr. vite, Nous en ont, ils ont 18, 19 ans. En plus, on leur a mis une pression absolument incroyable. Donc, voilà. Donc, faire le mec, il a joué avec des robes et des soutiens-gorge, c'est-à-dire. J'aimerais quand même rappeler une chose. Dans la guerre, il y a des prises de guerre. Il y a le butin. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, en Israël, c'est interdit que l'individu prenne du butin. C'est-à-dire, il y a un butin de guerre, mais c'est le butin que Tsahal, c'est-à-dire que l'État a pris. récupérer, bien sûr. Et donc, t'as pas le droit. Parce que moi, j'ai des soldats qui m'ont dit, des copains, machin, tu rentres dans des maisons de mecs du Hamas. Donc, le mec du Hamas, tu l'as chopé, machin, mais en fait, tu veux voir, est-ce qu'il y a des armes, des machins, hein. Donc, ils trouvent des armes, ils trouvent partout, il y a des armes, ok? Des armes, de l'argent. Et de l'argent. Et Énormément d'argent en liquide. même en Juillet Samarie, hein, c'est-à-dire, c'est des millions et des millions de dollars. Non, on va dire que dans l'opération en Judée-Samarie, tu peux pas, il n'y a pas de possibilité. Mais là, je veux dire, les mecs, j'ai un copain qui m'a raconté, ils sont arrivés dans un champ, et dans le champ, ils cachaient plus dans les maisons. Dans le champ, ils cachaient des sacs entiers, des centaines de milliers de shekels. Je pense déjà à la réservation de la cuisine. Donc, allez. Alors, officiellement, t'as pas le droit. L'État d'Israël a dit non, tout ça, ça doit être récupéré et ramené à Israël. Ça va servir pour les impôts, ça va servir pour plein de choses, machin. Officiellement, la loi en Israël, c'est que le soldat, il n'a pas le droit de prendre du butin. Bon, très bien. Donc, tu vois bien que moralement, on est vachement mieux. Parce qu'à l'époque, chacun, il prenait ce qu'il voulait. Quand tu montes des photos où on met en musique et en images les réussites militaires, on détruit des maisons de terroristes, on déblaye des chemins pour laisser passer des tanks israéliens. Mais c'est ça ce qu'on appelle donner de la motivation aux soldats. Si maintenant, tu montrais des photos, et je pense pas que tu en as, si tu montrais des photos de soldats israéliens qui jouent avec des corps... Alors, malheureusement, Ah, tu as ça? j'en ai une, c'est pas en Juillet Samarie. C'est un corps d'un terroriste, hein, c'est-à-dire machin, qui il était sur le toit et ils ont jeté le corps au lieu de le descendre, j'allais dire en respectant le corps, même si je sais pas s'il y a un respect à donner à ce corps-là, ils ont tout simplement poussé avec la jambe le terroriste et l'ont fait tomber de la maison. Mazolotov, il est tombé des 3 étages. Bah, c'est pas bien. Ouais. Je te dis clairement, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, le corps, une fois qu'il est mort, on doit lui donner quand même du respect. Il a été créé B'Tselem Elohim, il a été créé à l'image de Dieu. Donc, il y a un respect, on enterre les morts. Et vivant, parce que moi je vous montre par exemple des images comme ça. Attendez, hop. Mais ce qui est marrant... Ah non, ça c'est autre chose. 2 secondes. Ça, j'y reviens dans une seconde, parce que je pensais que tu avais montré cette image-là, qu'on était en train de parler. Je dis, donc tu m'as trouvé une image, et je te dis, sans coup férir, c'est pas bien. D'ailleurs, ils ont été jugés. Non, parce que pour venir au... Donc seulement ils ont jugé, et je te dis, c'est pas bien, parce que le corps, ça se respecte. C'est-à-dire, je dis pas non plus, j'ai tué un terroriste, il y a un missile qui est truc, je vais pas aller chercher tous les corps, les enterrer, machin. Mais t'as un corps qui est devant toi, tu peux le respecter. Donc non, ça, je suis très clair là-dessus. Pas bien, ils auraient pas dû le pousser comme ça. Donc c'est pas moral. Mais, c'est un. Oui, non, c'est évident. On n'a pas des centaines de... On a quand même autre chose en termes de violence qui font des corps malheureux. Non, voilà. Donc c'est très bien. C'est l'exemple qui confirme que nous on fait pas ça. Non, de toute façon, c'est incomparable. On peut pas comparer Par contre, des vidéos qui viennent montrer qu'on gagne la guerre et qu'on est heureux de gagner cette guerre, bah c'est très bien. Ça donne de la motivation. Et des vidéos comme ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de respect? De quoi? Parce que j'ai des vidéos où je montre que je prends des terroristes en prison et que je leur bande les yeux. Alors, je me fais l'avocat du diable, arabe, hein, mais on est à peu près d'accord sur la majorité des choses. Mais qui vous dit que c'est des terroristes? Qui vous dit que c'est pas des civils qui étaient là? Ces gens-là. Mais tous ces gens-là, on a retrouvé chez eux des armes, des lanceurs de roquettes, machin, point, c'est tout, terminé, il n'y a pas de discussion. Mais tu veux que je te dise? Moi, je vais aller plus loin. Moi, mon problème moral, et là, je mets les pieds dans le plat. Mais c'est pas le soldat qui peut décider, ça, c'est l'État d'Israël qui doit décider. Mais mon problème moral, c'est qu'on les capture. Il faut tous les tuer. Peine de mort. Mais évidemment, peine de mort. C'est bien de le dire. Quand je dis il faut tous les tuer, je parle évidemment des terroristes pendant la guerre.
Je dis pas il faut tuer tous les Arabes. Mais c'est l'armée. Alors, c'est Je ça. dis la peine de mort. Mais c'est là la question. C'est l'armée qui s'en occupe ou c'est l'État d'Israël? C'est-à-dire que pour moi, ce qui est moral, c'est d'être jugé. Oui. Il y a des juges mis en place. L'armée, elle fait ce que l'État lui dit. C'est-à-dire que l'armée, elle est... Non, l'armée, bah ça c'est un problème. L'armée, elle est le bras armé d'un État démocratique. Ok? Sinon, on n'est plus dans une démocratie. L'armée, elle est le bras armé de la démocratie. Donc, si l'État a décidé que maintenant, vous avez carte blanche pour tirer à vue, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui est dans un endroit vraiment pour libérer les otages, ou alors, parce que j'ai décidé que je ne veux plus faire d'accord de libération de terroristes. S'il y a plus de terroristes à libérer, bah, il y aura plus de terroristes à libérer. Point. Et donc, à ce moment-là, tu devras, l'État dit, bah, à partir de maintenant, dès qu'il y a une guerre ou dès qu'il y a un combat, machin, l'idée numéro 1, c'est tuer le terroriste. Si jamais il se rend, il vient, ou alors il se trouve que par je sais pas comment, tu l'as récupéré en vie, alors tu l'amènes en Israël et tu le juges, tu prends à la mort. Mais sur le terrain, je vais certainement pas essayer de le capturer. Sauf s'il peut être une source de renseignement, s'il peut être machin, donc ça, on connaît comment ça va. Alors, moi, j'entends bien ce que vous dites, mais avec tout ce qu'on ne fait pas comparé à ce que vous dites dans le monde idéal moral, il y a des gens comme... On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose. Bon, après, il y a peut-être trop longtemps. On connaît cette vague de Macron, mais ça veut dire que dans ce qui est proposé, ce que vous proposez dans la moralité, c'est le monde entier qui est contre ça, qui dit non, ça c'est pas moral. Comment ça? Le monde entier, il fait ça. Il dit que c'est pas moral quand c'est les Juifs qui le font. Donc vous pensez que toutes ces réactions aujourd'hui dans le monde, c'est de l'antisémitisme? Mais ou c'est de l'antisémitisme, ou c'est de l'anti-israélisme. Ouais, c'est la volonté de ne pas donner du crédit à la résurrection d'Israël. N'oublie pas que, alors le monde arabe c'est évident, mais le monde chrétien, il a quand même, je mets la France dans le monde chrétien parce que les racines idéologiques françaises sont clairement... On l'a vu à Notre-Dame. Bien sûr. C'est très dur de retrouver un peuple juif qui est souverain sur sa terre et qui réalise le projet des prophéties. Donc, depuis De Gaulle d'ailleurs. Bien sûr. Donc ça veut dire que lorsque le monde me dit nous on n'est pas moral machin, c'est ce que eux ils font partout. Maintenant, ce n'est absolument pas de la barbarie que de tuer des terroristes. Absolument pas. Mais la différence avec M. Macron, c'est que lorsqu'il a des terroristes qui arrivent au Bataclan, bah ensuite, ces terroristes sont français, ce sont des Français qui attaquent la France. Très bien, donc il faut aller les chercher, et là où on les a trouvés, on va les tuer, ou on va les arrêter. Ils ont le même problème de peine de mort, parce qu'en France, il n'y a même plus la peine de mort du tout. Mais sur le terrain, s'ils les ont tués, ils les ont tués. En Israël, il y a la peine de mort? Oui. Elle a été appliquée qu'une seule fois pour Eichmann, mais théoriquement, elle existe. Elle est légale, mais il faut une majorité... Je ne connais pas les modalités, mais on pourrait... De toute façon, c'est la loi. Tu pourrais très bien essayer de faire une loi qui dit... c'est une loi qu'on en parle tout le temps. De peine de mort. Bien sûr. Bah, ça dépend de... Voilà, il faut que cette loi soit proposée, votée, acceptée et terminée. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que quand Macron il te dit « Je ne pense pas qu'on sauve une civilisation en semant la barbarie », tu es honteux, monsieur le président. Enfin, vous êtes. Parce que il ne s'agit pas de barbarie quand je tue des terroristes. Et il ne s'agit pas non plus de barbarie lorsque moi, je donne de l'aide humanitaire aux terroristes. Il ne s'agit pas de barbarie lorsque moi, je préviens la population pour lui dire partez de là parce que je vais attaquer là. Oui, mais alors justement, vous dites, non, comme Macron se trompe, il ne s'agit pas de problème avec ça, que vous dites d'un côté, regarde ce que je fais pour l'aide humanitaire, pour les prévenir qu'on arrive, etc. Mais d'un côté, vous dites, non, mais c'est pas moral de faire ça. Ah, ça veut dire... Ça fait d'accord. C'est pas de la barbarie, c'est du over-moralité. Ah, c'est d'être trop... Ah, on est beaucoup trop. Ah, mais on est beaucoup trop. D'abord, on est 1 milliard de fois plus que tous les autres pays. Oui, non, mais c'est... Ça, c'est... On a bâti, mais on est 1 milliard de fois plus que ce qui devrait. C'est-à-dire que... je répète encore une fois, la moralité, c'est de protéger son peuple. Ceux qui m'ont attaqué, c'est pas eux que je dois protéger en premier.
Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est juifs. Et d'ailleurs, le Talmud nous a dit que le peuple juif, il a des midotes, des fois qui lui sont problématiques. Par exemple, on est baïchanim. Bon, ça, on essaye de combattre ça. On est plus timide, mais des fois quand même un peu trop. Et puis, on est rachmanim, on est trop miséricordieux. Et des fois, on est gomler hasadim midai, c'est-à-dire qu'on donne trop de bien aux gens, sans poser de questions. Bah ouais, ça nous suit. On dirait les défauts de CV. C'est-à-dire, ouais, c'est des défauts, mais qui sont pour le bien chez nous. Mais oui, mais non, parce que quand c'est poussé à outrance, c'est des défauts. C'est poussé à outrance. Et nous dit le Talmud, celui qui est merachem al-arzharim, sofo leitarzer al-rachmanim. Celui qui est miséricordieux envers des barbares, il deviendra barbare envers les miséricordieux. Ah oui. Tu es en train d'être miséricordieux pour le peuple de Gaza? Bah regarde ce que tu amènes sur ton peuple. C'est un vrai problème. On a trouvé le titre de la vidéo. C'est un vrai problème. Maintenant, lorsque je te dis ça, je suis pas le premier à le dire. Je reviens à notre rabbin. Le Rav Kook, on lui a posé une question. C'est le Rav Moshe Zaydel, Rav Moshe Dr Zaydel, qui lui a posé la question suivante. Il a dit, quand tu regardes dans le Tanakh, dans la Bible, les guerres qui sont mises en avant dans le Tanakh sont d'une violence. Et les ordres de guerre donnés par Dieu, mais il faut tuer tout le monde. Les animaux, les machins. Terrible. Et donc le Rav Zaydel, il dit au Rav Kook, il dit, comment c'est possible? Pourquoi pourquoi Dieu il nous a demandé d'être aussi violent? Le Rav Kook qui répond, par rapport à ta question sur les guerres, il faut comprendre quelle était la bassesse morale de nos ennemis à l'époque, des Cananéens. Pour comprendre la bassesse morale des Cananéens, je te renvoie vers les Romains. Les Romains qui n'étaient pas des enfants de cœur, les Romains qui faisaient les combats de gladiateurs, qui faisaient se faire dévorer les prisonniers par des bêtes féroces. Devant le public. Devant le public, qui faisaient... Il y a même une question dans le Talmud les historiens, ils remettent un peu ça en cause, parce que tu sais, il y a, dans les films comme ça de gladiateurs, il y a le concept de est-ce qu'on fait comme ça ou est-ce qu'on fait comme ça? Il semblerait, j'ai vu un historien qui disait c'est pas vrai, quoi. Ça a dû se passer une fois, mais les empereurs, ils faisaient pas comme ça ou comme ça. Mais je sais pas, parce que le Talmud, il dit, est-ce qu'on a le droit d'aller participer aux arènes de combat? Genre pas en tant que gladiateur, mais en tant que spectateur. Une question posée pour un juif. Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que le public, il peut influencer la décision de les faire vivre ou de les faire mourir. Donc tu peux aller là-bas pour influencer pour la vie. Bon, je sais pas comment c'était à l'époque. Enfin, ça pour te dire que les Romains, c'était pas des enfants différents. Les Romains, ils se battent contre les descendants des Cananéens. C'est qui? C'est l'Empire de Carthage, en Tunisie. Et les Romains vont écrire qu'ils sont effrayés, incroyables, lorsqu'ils voient les Carthaginois, pour sacrifier à leur dieu, pour qu'ils aient la victoire dans la guerre, ils balancent 300 bébés du haut des murailles, pour un sacrifice au dieu. Et les Romains, des gens comme ça, alors c'est les Romains qui sont choqués, alors que les Romains, voilà. Et les Carthaginois, c'est des Cananéens. Donc simplement pour te dire qui c'était les Cananéens de l'époque. C'est les mecs qui ont inventé Avodat Hamoler. Avodat Hamoler, c'est une Avodah Zara où tu dois brûler ton premier fils pour Dieu. On parle de gens d'une bassesse morale. On doit un fou qui dit, quand tu te bats contre des gens comme ça, alors je reprends les paroles du Rafouk, mais je les adapte un petit peu. Il dit, lorsque tout le monde autour de toi était des loups enragés, assoiffés de sang, tu ne peux pas te comporter comme un agneau, évidemment, mais tu ne peux pas non plus te comporter comme un loup. Et là, moi, je rajoute, parce que lui, il dit, il faut leur faire peur. Moi, je dis, il faut se comporter comme un tyrannosaure rex mutant à rayon laser entre les yeux. C'est-à-dire que les mecs en face de toi, c'est des barbares. Il faut être ultra plus violent qu'eux. Pourquoi? Pour leur faire peur. Pour leur faire peur. Le patch machar, ça suffit pas. Pour leur faire peur. Pourquoi? Pour que finalement la moralité d'Israël puisse grandir dans le monde. Alors tu vas me dire, ah ouais? Bah non, peut-être que finalement tu vas devenir comme eux. Très bien. Bah, faisons le test de la réalité. Yehoshua et ses armées ont détruit les Cananéens. Et qu'est-ce qui a suivi? Bah finalement, la moralité juive qui a amené à la charité judéo-chrétienne, qui a amené à la morale chrétienne, machin. Tout ça parce que nous, on est arrivé et on a détruit le mal pour pouvoir y amener le bien. Et là, quand on détruit le mal, eh ben, il faut utiliser les moyens du mal. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Non.
C'est pas ce qu'on va faire l'année prochaine. Pas ce qui est prévu en tout cas. J'ai pas l'impression. Ça veut dire que tant que on n'a pas pris cette réalité-là en compte, ça changera pas. C'est-à-dire qu'on aura toujours. Pour vous, la solution au problème du Moyen-Orient, c'est qu'Israël soit le Tyrannosaurus à laser. C'est la deuxième solution. C'est la deuxième. Ouais, la première, c'est la solution si jamais il y a besoin. Si on est attaqué, il faut les. Si on est attaqué, il faut défoncer ton ennemi. Mais c'est la deuxième solution, parce que peut-être il va pas t'attaquer. Regarde, c'est exactement ce qui s'est passé aussi à l'époque, et à propos Shvuim, à propos otages, dans la Torah, on voit qu'il y a une femme d'Israël qui s'appelle Dina, qui a été prise par Shrem. Alors tu vas me dire, non, c'était pas un autre. Bah, au début, il l'a quand même violée sans demander son reste, et après, ils ont passé un accord, machin, il va se marier avec elle. Ses frères, Shimon et Lévi, décident de détruire la ville de Shrem, en représailles. Pourquoi ils n'ont pas tué que Shrem? Parce que toute la ville a couvert. Donc ils détruisent toute la ville. Yaakov, il dit, mais que va dire la communauté internationale? Que va dire Bagatz? Que va dire La Haye? Que va dire... Et Shimon et Lévi, ils disent, mais j'ai pas compris, notre sœur, c'est une prostituée? On fait pas ça, point. C'est tout, terminé. Qui a raison? Yaakov ou Shimon et Lévi? Eh ben, Dieu, quelques versets plus tard, donne raison à Shimon et Lévi. Et il dit, parce que Yaakov, il dit, on est très peu nombreux. Et à cause de tout ce que vous avez fait, tout le monde va tomber dessus, machin. Et quelques versets plus loin, on nous dit, voilà, ils ont bougé, les Bnei Israël, et il y avait la crainte divine. Les peuples autour, ils avaient peur des Bnei Israël, et donc ils ne les ont pas attaqués. Donc tu vois bien que quand tu as des barbares en face de toi, quand tu leur montres que tu peux être pire qu'eux, ben, déjà, ils se calment. Mais ça, j'ai dit, c'est que si jamais on est attaqué. La première solution, c'est de venir au nom de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de cela. C'est-à-dire que on n'est pas en Israël parce que c'est un beau pays du Moyen-Orient. On est en Israël parce que c'est la terre que Dieu nous a promise. Et le problème, c'est qu'on n'ose pas assez le dire clairement et haut et fort. Il ne s'agit pas de devenir les ayatollahs. Il ne s'agit pas de devenir des extrémistes fanatiques. Il s'agit de dire pourquoi on est là. Notre légitimité sur la terre d'Israël est évidemment historique. Évidemment. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Bien sûr. Mais elle est d'abord et avant tout parce que Dieu nous a donné cette terre. Et le monde arabe, il comprend ça. Même le monde occidental, il comprend ça. Et il faut juste pas avoir honte de le dire. Donc ça, c'est la première solution. Arrêtez de venir chercher des excuses de pourquoi on est là. On est là et on compte y rester. Et donc, et là, je sais pas, voilà, mais évidemment que quand tu rentres dans une guerre à Gaza et que tu ne sais pas quelle doit être la finalité de cette guerre, bah c'est très très dur de la gagner. Parce que si la finalité c'est de ramener les otages, ok, très bien, et de détruire le Hamas, que ce soit au niveau militaire ou au niveau étatique. D'accord, très bien. Disons qu'on va réussir. Et après? Bah après, il y a un autre groupe qui s'appelle le Hamas. Le Houmous, qui va se lever et qui va faire la même chose. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ok, alors dans 10 ans, on aura un problème, ils vont se réarmer, et ils vont relancer les roquettes, et ils vont, on fait quoi? On fait quoi? Sauf que dans 10 ans, le Tzal de 2023... Ok, il sera plus technologique, il y aura plus de... Mais, donc, ça veut dire que tu repousses l'échéance. C'est-à-dire que si... il y a 10 ans, on repousse l'échéance avec le... Ça n'arrête pas. Ah non, bien sûr. Ça fait 20 ans. Et on continue, hein. Depuis 2006. Donc, d'accord, tu repousses. Là, on est devant une réalité... maintenant, si tu viens avec un idéal, et tu dis, mais attendez les amis, je suis en terre d'Israël, parce que c'est la promesse divine. Et Gaza, c'est la même promesse que Tel Aviv. Donc, très bien, tu as décidé d'aller trop loin, monsieur Hamas, ben donc maintenant je vais faire la guerre avec toi et je vais conquérir la bande de Gaza. Après, je vais conquérir une moitié, tout, je vais conquérir du territoire. Parce que c'est ce que tu comprends comme étant une défaite, que je te prends du territoire, et 2, parce que je veux comme ça assurer ma sécurité. Moi, Bichlal, je pense qu'il fallait conquérir toute la bande de Gaza. Et vous faites quoi des 1 million? Il a fait moche. Je fais quoi des 1 million? D'un million et demi? Je vais te dire. D'abord, il y a une grande blague qu'on raconte tout le temps, et je vais rester sur ton chiffre de 2 millions, que j'ai remis en cause, mais tu sais quoi, on y revient. Paris, intramuros, 2 millions d'habitants. Paris, intramuros,
100 km². Je ne crois pas que Paris soit considéré comme une des villes les plus denses de la planète, en termes de densité de population. Ça va, il y a de la place à Paris. Bande de Gaza. 2 millions de Gazaouis. Disons, 320 km². C'est 3 fois plus grand que Paris, qui n'est déjà pas une ville dense. Donc tu comprends que dans la bande de Gaza, il y a plein de places. Donc, Pour ça, il faut qu'ils construisent propre. non, il y a plein de terrains où il n'y a rien. Il n'y a pas de construction. Il y a plein de terrains qui sont vides. C'est pour ça qu'il y a des villes qui sont surbondées. Il y a ça. Donc il y a plein de places. Donc tu me dis, je conquis la bande de Gaza, je fais quoi? Je fais quoi? D'abord, je suis pas pour conquérir et mettre en fait un état militaire, une domination militaire de la bande de Gaza. Non, tu conquis, ça devient Israël. Qu'est-ce que tu fais de la population? Il y a plusieurs possibilités. Soit tu as envie de partir. Si tu veux partir, avec plaisir, et on peut même te faciliter les démarches. Et vu que M. Macron, il a tellement il peut en prendre une partie. À Gave, c'est déjà des plans qui sont mis en place. Que ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. On pourrait très bien les aider à faire ça. Deuxièmement, tu veux pas partir? Pas de problème. Tu restes ici, tu as 2 options. Soit tu décides de devenir citoyen israélien, et tu acceptes l'État d'Israël, et tu prêtes serment d'allégeance à l'État d'Israël, et j'ai aucun problème avec ça, et j'ai pas peur du problème démographique. On te dit, ils vont devenir israéliens, il y aura une majorité, machin. C'est cette peur de la démographie qu'on agite tout le temps depuis les années de la création de l'État d'Israël, pour dire qu'il faut se séparer en 2 États, machin. Moi, ça me fait pas peur. Pour une simple raison, j'ai un truc qui s'appelle la Emouna, et j'ai un truc qui s'appelle la Torah, et j'ai un truc qui s'appelle l'histoire. En 1988, il y avait 3,5 millions de juifs en Israël, et il y avait une pression énorme pour dire il faut maintenant faire l'État palestinien, c'est après la première intifada, parce que démographiquement, ils vont être plus nombreux, machin, on n'aura plus le contrôle. 2 ans plus tard, boum, 89, chute du mur de Berlin, 1 million de juifs qui arrivent de Russie. Balance démographique, boum. Il reste 5 millions de juifs aux États-Unis, 500 000 juifs en France. J'ai pas peur de la balance démographique. Donc, je peux dire que j'arrive, c'est l'État d'Israël maintenant, et vous devenez Israël. Vous voulez pas? Pas de problème. Vous pouvez tout à fait devenir des citoyens pas israéliens. Alors tu vas me dire, ils sont apatrides, ils sont pas apatrides. Pour la grande majorité d'entre eux, ils ont déjà Un passeport égyptien ou jordanien. Donc, t'es juste pas israélien. Et donc, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir une carte de séjour. Tu peux être comme un Français qui habiterait aux États-Unis. Et tu jouis de tous les droits individuels. Seulement, tu peux pas prendre part à la vie politique. Tu peux pas voter aux élections, tu peux pas faire l'armée, machin. Mais, au niveau individuel, tu as ta couverture sociale, tu as le droit à l'accès à l'éducation, à tous les métiers du monde, au plaisir, machin. Pas de problème. Et tu respectes pas la loi, tu te fais éclater. Donc les 2 États, c'est pas une option. Ah ben non, c'est pas une option. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que le jour où ils ont un État, alors si jamais ils attaquent Israël en tant qu'État, alors ce sera beaucoup plus facile. Tu me parles de théorie alors que c'est quelque chose qui s'est fait dans la réalité. À Gaza. Mais Gaza, bien sûr, pendant 19 ans, c'est un État. Ils n'ont pas voulu déclarer l'indépendance, tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent tout le reste. Bien sûr. Mais de facto, c'était un État autonome. Alors quoi? On a bien vu que ça n'a pas vraiment marché, le Singapour de Gaza. On est loin. Alors, donc, pourquoi tu veux que je fasse 2 États? Il me fait juste près aujourd'hui Singapour que ce qui était il y a 2 ans. Mais... on verra. Donc ça veut dire que moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il faut également mettre la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie, bien évidemment, et exactement la même chose avec les Arabes qui y habitent. Il n'y a pas besoin de les tuer, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Ils peuvent rester, ils peuvent devenir israéliens s'ils le veulent. Ils peuvent devenir, parce que là, pour le coup, en Judée-Samarie, ils sont pratiquement tous jordaniens. Donc, Ils le sont tous. pas de problème. Voilà, c'est tout terminé. On a réglé le problème. Et en tant que jordanien, tu peux voter au Parlement jordanien. Pas de problème. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il y a des solutions. Évidemment que ce que je dis ne semble pas du tout être réalisable demain. Mais je pense que la première des choses, c'est de le vouloir. Mais c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. C'est pour ça, pour discuter. Et si tu me permets,
Voilà, j'aimerais, je sais pas si on a encore des questions, t'as beaucoup de questions ou on est sur la fin là? On est sur la fin. Alors si on est sur la fin, j'aimerais mettre la petite touche rabbinique, toranique, Il faut toujours. kabbalistique, Il y a toujours. tout ça. Il y a 250 ans, il y avait un monsieur qui s'appelait, même plus, il est né il y a 300 ans, mais bon, il est mort il y a à peu près 250 ans, qui s'appelait Rabbi Eliyahu Kremer de Vilna, connu sous le nom le Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, ses élèves qu'il a envoyés en Israël ont écrit un livre qui s'appelle Kol HaTor, mais lui-même a écrit un commentaire d'une des parties les plus profondes du Zohar qui s'appelle la Sifra d'Itzniuta. Et là-bas, hein, il fait son calcul qui l'amène à expliquer, il y a 250 ans, que la création de l'État d'Israël, ce sera en 1948. Comment il arrive à ce calcul-là? Il explique la chose suivante. Alors attention, on va faire un peu de mathématiques. 6000 ans, c'est le prisme de notre univers. Je ne parle pas évidemment de l'univers cosmique qui a 13,7 milliards d'années depuis le Big Bang, d'après les scientifiques actuels. Je parle du prisme dans lequel l'homme doit avoir une influence dans le monde, depuis Adam Arishon, c'est 6000 ans. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, nous disent nos sages, ne lis pas Bereshit, mais lis Barachet pour 6000 ans. Ces 6000 ans sont à mettre en correspondance aux 6 jours de la création. Ce livre de Tehillim nous dit Ki elef shanim be'einecha keyom etmol ki ya'avor. Car 1000 ans pour nous, c'est comme à tes yeux un jour. Donc, il y a eu 6 jours de création qui ont amené au 7e jour, le Shabbat de Dieu qui est notre monde. Donc, nos 6000 ans qui sont le 7e jour, je ne sais pas si tu me suis, représentent chaque millénaire un des jours de la création. Bon, très bien. Les 6 jours de la création, d'après la Torah, c'est Vayi Erev, Vayi Boker. Donc, il fut nuit, il fut matin. Il fut soir, il fut matin. Donc, il y a dans chaque millénaire 500 ans de nuit et 500 ans de jour. Donc, le dernier millénaire, le 6e millénaire, commence en l'an 5000. Mais la journée du 6e millénaire commence en 5500. Ça correspond plus ou moins à 1740. Ok? À partir de là, donc c'était il y a, non, on est en 5785, donc c'était à 285 ans. Voilà, on est en 2025, on fait ton calcul, on est plus ou moins, je crois, on tombe sur 1740, un truc comme ça. Le Gaon de Vilna va nous dire, ok, d'après les enseignements de la Kabbalah, Sifra d'Itzniuta, pendant ces 6 jours le 6e jour, à partir du début de la journée, chaque heure, Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose dans l'avènement de Adam. Chaque heure, il s'est passé un truc. La conception de Adam Arishon a pris du temps, et chaque heure, il s'est passé autre chose. Et donc, me dit le Gaon, très bien. Donc, on peut voir à quoi correspond chacune des choses, et quand est-ce que ça doit se passer. Il y a 12 heures dans la journée du 6e jour. Si ça doit durer 500 ans, donc chaque heure de la Torah, c'est 42 ans. 42 ans. C'est 41,7, je crois. 42 ans. Alors il y va, et c'est là qu'il arrive au moment où il explique que Bachar Hamishit, la 5e heure, Kam al-Raglav. Se lever Adam Arishon, la Géoula. On dit, ok, j'ai fait mon calcul, tac, 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 c'est quand la 5e heure? 1948. Donc il veut dire, en 1948, va se lever la Géoula. Am Israël, Medinat Israël, boum badaboum. Et ça s'est réalisé. Kol hakavod. Champion, Gaon de Vilna. Mais cette période de Kam al-Raglav, elle dure toute la 5e heure. Donc ça a commencé en 48, mais ça termine en 1990. Et c'est donc la période de Kam al-Raglav que le peuple juif se lève. C'est-à-dire, à sa stature, et il est fiche, c'est bon, il titube plus, il est bien. Alors, en fait, moi, c'est comme ça que j'analyse cette première partie de l'État d'Israël, où de 1948 à 1973, on a fait les guerres vitales d'Israël. L'indépendance, guerre de 6 jours, guerre de Kippour. Après ça, il n'y a plus de guerre vitale. Ça veut dire aujourd'hui, c'est une guerre qui est terrible parce que ça nous tire dessus tout le temps, machin, mais c'est pas comme les armées des pays qui nous attaquent, machin, c'est plus la même chose. Donc après la guerre de Kippour, on a gagné. On a battu nos ennemis sur le plan militaire
Ça y est, le peuple juif, il est bon. Oui, d'accord. Donc, tu as réussi à battre tes ennemis de l'extérieur. Mais maintenant, si tu sais pas quoi leur donner à manger à ton peuple, il va mourir, tu vas pas l'aider. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est ce qui s'est passé avec la révolution de 1977, où il y a eu le changement de gouvernement, où c'est Begin qui est monté au pouvoir, c'est pas tant une différence entre gauche-droite au niveau politique extérieur, c'est au niveau économique que ça a changé. C'est devenu un pays libéral, c'est devenu un pays d'économie occidentale, économie de marché, tout ce que tu veux. Et donc, on est passé d'un pays du quatrième monde, c'est pire que le tiers-monde, un pays socialiste, communiste, machin, à un pays qui est devenu, au début des années 90 déjà, une puissance, et dans les années 2000, une des 10 plus grandes puissances économiques du monde. Donc en fait, de 1948 à 1990, Kam al-Raglav. Ça y est, en 1990, on peut dire que l'État d'Israël est stable. Cool. La 6e heure. Donc arrive la 6e heure. Et la 6e heure, c'est quoi? Bashishit Kara Shemot. C'est le moment où Adam, il a donné le nom à tous les animaux. Ça veut dire quoi, les crochem? Donner le nom à quelqu'un, c'est lui donner son objectif de vie. Quand il dit je fais ça au nom de, c'est je donne un objectif. Bien sûr. En hébreu aussi, les Shem, Shamaim. Donc je donne un nom, quand tu donnes un nom à tes enfants, par exemple. Ouria, oui, ça, on a un nom commun. Ça veut dire que tu veux que cet enfant-là, son objectif de vie, ça soit de propager la lumière divine. C'est gadol. Eh bien, donner le nom, c'est donner l'objectif. Bashishit Kara Shemot. Voilà. Entre 1990 et 2032, il semblerait qu'on est dans la 6e heure. Qu'est-ce qui commence avec les années 90? Les accords d'Oslo. C'est quoi les accords d'Oslo? C'est quand on commence à remettre en cause la légitimité de pourquoi on est là. En fait, c'est là où il faut se poser la question, mais pourquoi t'es là? T'as créé un pays, c'est génial, t'as remis en cause le monde entier, mais c'est quoi l'objectif de ce pays? Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est ça. Tout ce qu'on vit en ce moment, depuis les accords d'Oslo, où t'as dit quoi? T'as dit, en fait, je légitimise un autre peuple en terre d'Israël. C'est complètement fou. Ah oui, parce qu'il faut que pour dire que c'est fou, il faut que toi tu dises qu'est-ce que tu proposes. C'est quoi ton but? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as créé l'État d'Israël? On est dans cette période de... pourquoi on est là? Et la guerre qu'on vit à Gaza, c'est ça. Puisque nos ennemis, eux, ils disent c'est la guerre de Jérusalem. Qui est là et pourquoi? Et c'est cette période-là. On est dans la Sha'a Shishit, on est à la fin de la Sha'a Shishit. Kara Shemot donnait un sens à la Géoula. Pour finalement arriver à Sha'a Shvit. Sha'a Shvit, Nisdavga lo Chava. C'est le moment du Ichud. C'est le moment de l'union maritale entre Adam et Chava, le moment du Zivug. Et si on compare ça avec Knesset Israël, c'est le moment du Zivug, de l'union entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Et l'endroit où il y a l'union entre Akadosh Baruch Hu et son peuple s'appelle le Beth Amikdash, qui dans le livre de Melachim s'appelle Cheder HaMitot, la chambre du lit, l'union entre le peuple juif et son créateur, pour dévoiler ça au monde entier. Est-ce que ça veut dire que c'est en 2032 qu'on va construire le Beth Amikdash? L'Odéa. Amen. Amen. Ou avant. Ou avant. Ça me va. Rafizan, Toda Rabba. Azagbo. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés pendant une grosse heure et demie. Bon, prochain. Si des élèves ont des questions, ils peuvent les poser en commentaire, ils peuvent liker, bien sûr, sur s'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews. Ça marche. Toda Rabba. Azagbo.